Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le sommet international, convoqué mardi 18 mai par Emmanuel Macron à Paris, était essentiellement consacré à la relance des économies africaines. Selon certains rapports, les économies africaines ont durement été ébranlées par les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le dit sommet était aussi un appel à soutenir l'Afrique dans l'accès à la vaccination, qui a été lancé. Mais qui a donc donné mandat à Emmanuel Macron pour convoquer un sommet au nom de l'Afrique? Que cherche toujours la France derrière l'Afrique? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres analystes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. À tout point de vue. Donc, il a fallu justifier ça. J'aime toujours rappeler ça. Oui. Il a fallu justifier ça. On a commencé par dire, pour prendre tout ce qui nous appartenait, que nous ne sommes pas des êtres humains. Donc, il fallait l'esclavage devait nous humaniser. Et comme nous sommes des sous-hommes, des animaux, l'esclavage devait servir de médiation pour nous amener au stade de l'humanité. Mais c'était pour masquer quoi? Pour masquer le fait qu'on venait arracher tout ce qu'un continent avait. Par la force, on venait arracher. Donc il fallait justifier donc en disant qu'il n'y a rien là-bas. Personne ne peut parler là-bas. Il n'y a personne qui soit en mesure de défendre là. Il n'y a personne, il n'y a rien. Pareil avec la colonisation. Donc, on a tué, on a massacré, on a menti, on a violé pour s'installer. Ça a commencé là-bas, comme ça a commencé, pour s'installer. Et depuis ce moment-là, on a donc créé ce qu'on appelle la figure de la philanthropie. La philanthropie, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que la colonisation, c'était la philanthropie. Oui. L'esclavage, c'était une entreprise philanthropique. C'est-à-dire c'était l'aide, c'était humanitaire. C'était l'aide. Or, l'esclavage et la colonisation, vous observez que la philanthropie, comme par hasard, a toujours enrichi le philanthrope. On ne comprend pas une philanthropie qui enrichit le philanthrope. Ça devrait être du caritatif. Hein? Tu as déjà assez amassé, tu fais des actions qui te rapportent plus financièrement. Tu recherches d'autres plaisirs, peut-être l'honneur, la reconnaissance, peut-être tu veux soulager ta conscience. Mais dès le départ, la philanthropie a toujours enrichi, n'est-ce pas, le philanthrope. Européen, le colon, c'était la philanthropie. L'esclavage, philanthropie. La colonisation, philanthropie. Le néocolonialisme, la philanthropie. Maintenant, la colonisation globale, transhumanisante, c'est la philanthropie. Mais est-ce qu'un philanthrope a besoin qu'on lui donne un mandat? Mais il a pitié de vous. Il s'inquiète que vous allez disparaître. Et Dieu lui-même demande de venir au secours des faibles. Et pour ça, on n'a pas besoin d'un mandat. Vous vous autoproclamez quelqu'un qui est un bon samaritain, parce que vous avez peur de la punition divine, que vous pouvez partir comme ça, vous laissez un samaritain qui est en voie de mourir, oui, parce qu'il était tabassé par des bandits. Oui. Donc, un philanthrope n'a pas besoin de mandat. Il s'octroie le mandat. Sauf que dans le cas présent, mon cher gosse, c'est que le philanthrope tue, viole, détruit, rate tout sur son passage, anéantit les êtres humains, les défigure en présentant les humains comme des non-humains. Ça, et l'apartheid est là pour le démontrer. En Afrique du Sud, si on parle de l'Afrique du Sud, on décide que vous n'êtes pas les non-humains, on vous tue, on vous massacre, et maintenant tout ça c'est la philanthropie. Parce qu'après il faudra justifier aux générations futures pourquoi on est là. Pourquoi c'est arrivé. On va raconter on va mentir, on va raconter une fausse histoire. On va effacer la vérité historique pour présenter une histoire qui présente le criminel, le tueur, comme étant un philanthrope, la philanthropie. Je voulais vous remarquer depuis, je vous dis que Bill Gates, depuis qu'il est philanthrope, il est plus riche qu'il n'avait jamais été. Très bien. Il est la philanthropie dans leur idée, dans leur concept, la philanthropie. Et depuis que les vaccins ont commencé, je dis qu'il n'a jamais été 9 milliards riche. Sont nés d'ailleurs, 9 milliards, il y a 9 milliardaires. Sont nés rien que sur l'affaire du Covid. Du Covid. Oui. Donc, nous sommes là à l'origine de cette affaire de porte-parole de l'Afrique. Il n'est pas le premier. Tous les présidents français se sont toujours mis dans ce rôle. Chaque président français, quand il fait 10 discours, 8 sont sur l'Afrique. 8 sont sur l'Afrique. Vous vous demandez si ils sont africains ou c'est quoi? S'ils sont français ou africains, vous vous demandez, mais finalement, la France, quand on dit la France là, c'est toute l'Afrique mélangée avec le territoire de l'Hexagone. On ne comprend pas cette affaire. Pourquoi un président français, quand il fait 10 discours, il y a 8 sur l'Afrique? Eh bien, M. Ngoz, c'est la philanthropie. C'est la philanthropie.
Donc, il n'a pas besoin d'un mandat pour ça. Il s'auto-proclame. Et ça se traduit aujourd'hui par ce que nous voyons, M. Goff. Le coût de cette autoproclamation, c'est la continuité de l'assassinat du président. Celui qui se présente comme porte-parole de l'Afrique et qui bonifie son image là, à travers une grande opération de communication nazie, néo-nazie, qu'il a appelé le sommet de Paris, c'est qui? Mais à la suite de ses prédécesseurs, c'est un assassin. Il vient de tuer le président Déby. Bon, maintenant, il n'y a plus de débat. Hein. Il n'y a plus de débat maintenant. Il voulait tuer le président centrafricain avec son totem qu'on a arrêté là-bas, en SCA. Ce voyou-là qui, je ne veux pas citer son nom. C'est-à-dire un tueur qui depuis met le feu et fait couler le sang en Centrafrique depuis 2013. Formateur des rébellions, M. Goss. Oui, aujourd'hui, l'État français n'a aucune honte à exiger sa libération. Vous savez pourquoi? M. Kenyolo n'est pas un tueur. Pour la France, c'est un civilisateur. Il a mission civilisatrice en SCA. Voilà pourquoi la diplomatie française n'a aucun problème pour demander sans aucune honte qu'on le libère. Dans la pure tradition de l'autre voyou qu'on appelait Sarkozy, qui a dit contre l'âge de Zoé que quel que soit ce qu'ils ont fait, j'irai les chercher. Nous sommes au cœur de cette philanthropie. Sur le plan économique, c'est ça, il tue les présidents, il organise les guerres civiles en Afrique, M. Goss, il faut dire. Le torrent de sang qui coule en Afrique, c'est l'œuvre des présidents français en général et du Feynman qui s'est agité hier à Paris dans le cadre d'un faux sommet. Le sang qui coule dans le Sahel est l'œuvre de ce pays-là et de son président. Il n'est pas seul, mais il est en avant, c'est lui qu'on met en avant. Le Sahel est à feu et à sang. La Libye a été à feu et à sang, M. Goss. Il va dire que c'est Sarkozy. Mais en SCA, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il vient de faire au Tchad? Et qu'est-ce qu'il veut faire au Cameroun? Qu'est-ce qu'il veut faire au Nigeria? M. Macron est au cœur de tous les projets de déstabilisation et de destruction de ces pays que je viens de vous citer. À l'heure actuelle, M. Macron doit ramener par tous les moyens l'Afrique centrale dans le franc CFA. Par tous les moyens. Il y a un ensemble d'opérations qui ont été arrêtées qu'il doit exécuter, mon cher Goff. C'est ça qui explique ce qui se passe en Afrique centrale aujourd'hui et le rapport de plus en plus... il n'y a plus d'hypocrisie maintenant. Même la diplomatie a fini. Ça devient de plus en plus frontal, y compris entre lui et les présidents de la sous-région, Afrique centrale, eux qui sont des diplomates, on connaît. Ça devient de plus en plus frontal et ça va aller plus que ça. Donc, sur le plan économique, il vole. C'est un voleur. Il pille à travers le franc CFA. Et quand le franc CFA est contesté, il change de nom. Par une manœuvre de Feynman, n'est-ce pas? Il appelle ça l'écho. Pour continuer à piller. Il viole culturellement le continent africain. Avec la francophonie. Un truc complètement bidon. Il viole le continent africain. Avec ces pompes qui arrosent le continent matin, midi, soir. RFI, tous ces consorts, les saletés que les chaînes françaises déversent sur le continent africain, sans réciprocité. Sans réciprocité sur le plan culturel. Donc vous voyez que la fonction de porte-parole, sans compter ce qu'il fait à l'ONU, au nom de l'Afrique. Vous savez qu'actuellement, bien que la Centrafrique est sur embargo militaire. Vous savez pourquoi? Parce que la Centrafrique a le malheur de vouloir lutter contre des rébellions armées par la France. On s'arrange à l'ONU pour mettre le pays sous embargo. Il ne peut pas armer son armée, je me répète à dessein, mais entre-temps, les rebelles sont surarmés. Il a fallu que, n'est-ce pas? Et on se pose bien la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent recevoir des armes en plein cœur de la brousse. Mais terminons, c'est connu. M. Kenyolo vous explique ça. Kenyolo est là pour ça. C'est le travail de Kenyolo et des autres. C'est son travail, Kenyolo, celui qu'on a arrêté. Donc, vous voyez, il a fallu que la Russie arrive pour qu'un pays ait le droit de se défendre. De faire ce que tout un État normal doit faire. Protéger sa population et son peuple. Et ça dure depuis 100 ans. Plus de 100 ans pour le cas de la Centrafrique. Donc, vous voyez très bien que un président français n'est pas porte-parole de l'Afrique par hasard. C'est un rapport de force imposé qui est entretenu, perpétué par des mécanismes purement criminels, mais que de temps en temps on va saupoudrer avec des sommets, la façade diplomatique, des discours et des postures qui vont nous amener, n'est-ce pas, à entretenir une relation d'amour forcé. On veut nous amener à aimer notre violeur. On veut nous amener à adorer notre bourreau. C'est ça la tragédie qui nous lie à la France. Vous comprenez? Voilà un continent qu'on rabaisse tous les jours, qu'on viole, qu'on piétine, mais qu'on va en même temps promouvoir à travers un sommet. Vous avez vu ça où dans l'histoire?
C'est-à-dire, vous détruisez quelqu'un tous les jours, même en même temps, vous voulez faire sa promotion dans l'histoire. C'est cette schizophrénie maléfique et maudite, n'est-ce pas, qui nous lie à ces pays et à ces différents présidents. Macron n'a reçu le mandat de personne. Comme avant lui, aucun colon n'avait le mandat de personne. Aucun esclavagiste n'avait le mandat de personne. La sauvagerie gosse a primé sur le droit. La violence a primé sur la justice. Jusqu'au jour où, depuis que les peuples africains se battent, eux et les généraux, le jour arrivera, et il est déjà là, il est pro ce jour, où on va détruire ce rapport de force et instaurer les rapports de droit. Mais tant que ce n'est pas encore fait, on y va, on y est, on aura toujours le malheur de subir des porte-paroles de ce genre, où on voit un petit enfant, sans culture, mépriser ses ancêtres, mépriser un continent qui a enfanté son pays, qui a enfanté le monde, mépriser comme ça aussi grossièrement au vu au sud du monde entier. Docteur Jean-Paul Mbelleg, jusqu'à preuve de contraire, pour bon nombre d'Africains aujourd'hui, d'ailleurs, la majorité des Africains, pensent que le malheur des pays africains, c'est d'avoir rencontré sur leur chemin la France. Vous également, vous pensez ainsi? Pas du tout. Non, moi je suis rationnel, mathématique. Allez-y. Comme toujours, hein, Steve. Ouais. On connaît maintenant. Non, c'est-à-dire on l'a rencontré par quel chemin? Non, vous savez que les images... Moi, je ne suis pas poète, donc je ne vais pas aller dans les métaphores de poésie. Je suis mathématique. Donc, comment on a rencontré la France? Lorsque, vous savez que sur le plan, tout à l'heure, le président Madaké a parlé de Cheikh Anta Diop, sur le plan simplement de l'archéologie, oui. L'homo sapiens sapiens, l'homme qu'on appelle aussi moderne, c'est-à-dire celui qui continue sur tous les continents aujourd'hui, existe au moins depuis 200 000 ans. Oui. Avec la biologie moléculaire, on peut aller jusqu'à 300 000 ans. Mais où sont les Français? Où sont les Blancs, quoi? Même les Blancs. Là. Où sont-ils Où est la actuellement? population blanche? On les a rencontrés où? Elle n'existe pas. Où est la population blanche? Lorsqu'il y a plus de 77 000 ans, Steve, je le dis parce que pour moi même c'est une révélation. Ça fait simplement à peine 10 jours que moi-même ce que je vais dire là, que je vous ai envoyé, je le redis. Avant, je n'aurais pas pu le dire. C'est parce que un de mes élèves m'a posé une question qu'en regardant de près, j'ai vu le théorème de Thalès dans un document qui est connu depuis l'an 2000. Qu'il est écrit, et il y a plus que le théorème de Thalès. Lorsque il y a presque 80 000 ans, donc parce que c'est plus de 77 000 ans, les Africains écrivent ce théorème de Thalès en Afrique du Sud. L'homme n'est pas encore entré en Europe. Donc on ne pourrait pas dire que c'est le théorème de Thalès. Non, ce théorème dit de Thalès. Mais attends. Dit de Thalès. Dit de Thalès. Bon, justement, il faudrait qu'on enlève cela. Je suis d'accord. L'homme. Je suis aussi mathématique. Oui. C'est très bien. Oui. L'homme n'est pas encore entré en Europe. L'homme n'est pas encore entré en Asie. C'est Oui. important. Hein. Il est encore coincé soit en Afrique, soit au Proche-Orient. En d'autres, par exemple, Israël. Oui. Il n'est pas allé au-delà. On les a rencontrés où? Comment on dit que malheur on a rencontré quoi que ce soit? Je signale que lorsqu'on prend conscience de telles choses, ça veut dire que si l'Afrique avait continué dans sa continuité historique, tout ce qu'on appelle technologie aujourd'hui serait tout petit. Tout à fait. Donc la technologie du monde serait beaucoup plus avancée. Ouais. Il y a 80 000 ans, tu as le théorème de Thalès, il est écrit. Je ne dis pas l'interprétation, il est écrit. Donc, parce qu'on disait théorème dit de Thalès, dans la mesure où on concédait ça aux Égyptiens anciens. C'est-à-dire que ce n'est pas Thalès qui a écrit son théorème. Mais dans les documents égyptiens comme le papyrus Rhind, Oui. dit de Rhind, parce que c'est un nom... Dit de Rhind également. Bon. En tout cas, dans ce papyrus-là, il y a des éléments, et dans d'autres papyrus comme celui de Moscou, où il y a le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès dont je dis là, il est écrit. Et donc ce n'est même pas l'Égypte. Vous voyez, la révolution va jusqu'à ce niveau-là. Parce que si c'est l'Égypte, ça fait 5000 ans. L'unification de la haute là-bas, c'est l'Égypte, c'est il y a un peu plus de 5000 ans. Mais là, je vous parle de presque 80 000 ans. Wow. C'est déjà là. Donc ça éclate. On ne peut plus discuter. Ça éclate tout. Parce que si c'est l'Égypte, c'est encore historique. Non, c'est pas l'Égypte. On est encore en Afrique du Sud. Il y a plus de 80 000 ans. On ne peut pas percevoir l'Afrique. Je dis que moi-même, pour moi-même, c'est une révélation. On ne peut pas continuer à percevoir l'Afrique de cette façon légère. C'est-à-dire que, en fait, hein, nous les Africains, on est invincibles. Celles des talmudistes, pour le crime contre l'humanité, qui ont commencé, je vais vous dire où ça a commencé, les crimes contre l'humanité, c'est même pas en Afrique, c'est en Arabie. Parce que les vrais Arabes sont des Noirs. Ça, c'est des choses que, d'abord, non seulement c'est connu, mais des choses qu'il faut mettre maintenant sur la place publique et diffuser. Obliger même les Arabes, les descendants d'usurpateurs d'identité,
qu'ils aient à se prononcer là-dessus. Le vrai noir, le vrai arabe était noir. D'où viennent donc les arabes à peau claire? Faut qu'ils s'expliquent. Ça vient d'un génocide. De noirs originaux. Premier acte posé par les talmudistes. De noirs originaux. Les noirs originaux, l'Arabie saoudite. L'Arabie tout court. Un exemple, donnons un exemple simple. Antar, c'est pas le euro des Arabes pré-islamiques. Antar, c'est un noir, non? Oui. Antar. Moi, quand j'étais jeune, il y avait même une station, on vendait de l'essence dans les stations Antar. Antar, c'est un cheval noir. La station Antar. Antar, c'est un poète, un grand guerrier. C'est le héros des Arabes. Il est noir. Il faut l'appeler ces choses. Donc, il faudra... Ça, c'est le premier crime commis par les talmudistes. Donc, maintenant, pour moi, Macron... Cette façon... Donc pour moi, il n'y a pas de malheur de les avoir rencontrés. Personne ne les a jamais rencontrés. Ce sont des gens qui sont de notre sillage et qui ont mal tourné. Et il va falloir maintenant les remettre à leur place. À leur place, qui n'auraient jamais dû quitter. Voilà. Et veiller à ce qu'ils ne quittent plus cette place-là. Voilà. Oui, dans le futur. D'accord. Alors, donc, moi je dis que Macron, il parle comme ça, et tous les chefs d'État français, comme l'a dit le président Bandakani, parce qu'ils sont mandatés par les talmudistes. Ce sont les talmudistes qui leur donnent ce rôle-là. Donc, il va falloir donc préciser certaines choses. Parce que moi, quand le docteur Edimo là va parler d'économie, mais je trouve que quand il parle d'économie, il ne s'adresse pas trop au peuple. Ils ne le font pas parce que peut-être que ça leur demanderait du temps d'expliquer certaines choses. Alors moi, je vais essayer de le faire simplement, n'étant pas économiste. C'est-à-dire qu'étant un lambda moi-même, je vais dire qu'est-ce qu'un lambda peut comprendre dans cette affaire. Il faut rendre ça transparent pour comprendre le jeu de Macron. Et de ceux qui l'ont envoyé, les talmudistes. Parmi les talmudistes, c'est les Rothschild. Ils sont aucun. Et lui, c'est une propriété privée. De Lazare. Un bien de Rothschild. Lazare et tout ça. Et tous ces gens-là, les Lazare, les Rothschild, Warburg, enfin, on les connaît, les chiffres. Alors, Rockefeller, toute la bande de Morgan, enfin bon, Morgan, tous ces gens-là. Alors, il faut d'abord commencer par expliquer c'est quoi l'argent. Bon, la différence argent et richesse, je crois que ça c'est compris. On a bien expliqué que nous, on a les matières premières, eux nous en mettent. Je signale que lorsque les blancs, donc maintenant on va les appeler, quand on dit blanc, le russe, il n'a pas à s'inquiéter. Hein. Je crois que tout le monde a compris ce qu'on appelle un blanc. Le blanc, c'est celui qui s'oppose à nous. C'est clair. Donc c'est pas le russe. Nous préférons l'appellation le coderbe. Bon, le coderbe. Enfin, en tout cas, on est dans un langage. Là, je rejoins Oya Boutelja. Le blanc, là, était un être politique. Hein. On est dans un langage politique. C'est pas un langage anthropologique. Donc quand je dis blanc, même les noirs, là, sont des blancs. Ouattara est un blanc. Il est au service de ces gens-là. C'est bien de comprendre ça. Voilà. Donc c'est pas un mot anthropologique, c'est un mot politique. Tout à fait. Ou de sociologique. Blanc, la peau noire. Voilà. Donc c'est blanc, là. C'est le coderbe. Voilà. Alors, quand ils viennent ici en Afrique, mais nos ancêtres, là, est-ce qu'ils regardent leur argent? C'est pour ça qu'ils disent qu'on n'est pas des civilisés. Le civilisé, c'est celui qui va accepter leur argent. Quand ils voulaient tel marchand, non, on ne veut pas de leur argent, on avait le Corée, on avait tout ça. Parce que où est la différence? Docteur Edimo, il faut me reprendre, hein, mais je termine d'abord. Très bien. Alors, où est la différence entre la Corée, qui avait cours ici, ou les barres de métal, ou autre, et l'argent? Et pourquoi les Égyptiens, quand ont inventé cette notion d'argent, disons de valeur monétaire, donner la mesure la valeur marchande, voilà. Pourquoi eux, ils avaient le châtier, le débène, ils avaient des tablettes, telle marchandise, Pharaon disait que le blé, tant de kilogrammes de blé, tant de châtis, tant de débène, tant d'or, tant de châtis, tant de débène, et puis maintenant on pouvait faire des conversions par des règles de 3 pour changer les marchandises. Pourquoi eux, ils n'ont pas utilisé l'argent tel que les talmudistes le font? Ou pourquoi on n'a jamais eu la démocratie telle que les talmudistes la prônent? Parce que tout ça c'est de l'arnaque, c'est une tromperie. Donc nous on est assez, nos ancêtres assez intelligents pour ne pas marcher là-bas. Parce que sinon, depuis tant que l'homme existe, nous on l'aurait déjà appliqué. On ne le fait pas parce que on a bien compris de quoi il s'agit. Donc l'argent. Steve, tu prends 100 francs CFA. Oui. Docteur, dis-moi là. Tu déposes en banque. Pas nos banques ici, là. Les banques qui créent de l'argent. Que ce soit les banques centrales, les blancs là-bas. Ok? Pas nos banques de noirs là. Les banques de blancs. Quand tu déposes 100 francs. Je l'oublie maintenant d'où viennent tes 100 francs. Supposons que tu déposes seulement 100 francs. Cette banque-là, elle peut créer 100 fois ce que tu as déposé. Ouais. Donc automatiquement, elle crée 10 000 francs. Le prochain qui vient, alors qu'eux n'avaient même pas un franc dans la poche, oui, ils peuvent lui prêter les 10 000 francs.
Dans les 10 000 francs, ils vont encore multiplier par 100. Dès qu'ils prennent 10 000 francs, ils peuvent créer 1 million de francs, 1 million d'euros, de francs, peu importe. À chaque fois, ils peuvent multiplier par 100. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle les effets de levier. Non, c'est un problème de fraction. On dit fractionnaire, non? Ouais. Quelque chose comme ça, un problème de change fractionnaire. Ils ont le droit de faire ça. C'est légal. Mais les gens sont morts pour ça, Steve. Les gens sont morts. Tu sais où ils sont morts? Aux États-Unis. La première fois où les gens sont morts, on a tiré sur eux, où les Talmudistes ont affirmé leur puissance, c'est aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les gens en avaient marre. Ils ont dit, bon, maintenant vous rendez notre or. Puisque nous, on a déposé de l'or chez vous, vous êtes censés à chaque fois nous donner, quand on en a besoin, notre or. Ils sont venus, on leur a dit non, c'est fermé. Revenez le lendemain, ils sont venus. Comme ça s'est fait il n'y a pas longtemps ici à Douala, avec une certaine... Microfinance. Microfinance. Oui. C'était de l'argent. Voilà. Restons sur microfinance. Vous savez, quand ils sont revenus encore plus nombreux. Vous savez ce qui les attendait? Non. L'armée. Ce jour-là, on a tué. C'est au début du XXe siècle. On a tué les gens aux États-Unis. Il y a eu un bain de sang. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Les États-Unis ont souffert. Hein. Parce que la Fed va être privatisée en 1913, avant que quelques présidents américains ont été assassinés. Et c'est privatisé à travers Wilson, qu'ils ont recueilli comme ça, là. Un type qui est un soulard. Ils ont dit, bon, toi tu vas être président. Dès que tu es président, la même année, décembre, avant la fin de l'année, là, tu nous privatises ça. Il a fait ce qu'il a fait. Mais attends, mais les gens sont morts pour ça, Steve. Ça s'est pas fait tout seul. C'est le coup d'État, prise de pouvoir. Il y a eu une grande guerre. Prise de pouvoir. Ils ont tué des gens pour s'imposer. Et pour récupérer la banque, bien sûr. Désormais, ils peuvent... pour être maître, justement, désormais, de la monnaie. alors, un autre exemple. Désormais, ils peuvent imprimer la monnaie comme ils veulent. Et c'est une façon... D'où ça, c'est des conneries. DT quoi? Droit de tirage spéciaux. Droit de tirage spéciaux. Non, droit de tirage spéciaux, c'est quoi? Il y a le FMI, n'est-ce pas? Il y a des pays là-dedans. Donc, on va seulement prendre des différentes devises de ces pays-là. Il y a l'euro, il y a le dollar, il y a le yuan, il y a le yuan, il y a le yen, il y a... Bref, 5 devises là, la livre sterling anglaise, bref, tous les impérialistes, y compris les Japonais, les Chinois, on les met là-bas. Là, le cas de la Chine, il y a une question. Il faut éclairer ça. Les Chinois n'ont pas eu toujours cette capacité financière. Ça vient d'où? Moi, j'ai l'impression que les Chinois américains jouent un rôle très important maintenant. Du côté de la Chine. Du côté de la Chine. C'est ça qui fonde leurs relations. Ils sont justement entrés comme étant des Rothschild. Voilà. Il y a on va le partir comme les Chinois. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, mais c'est pas ça qui empêche d'oublier qu'est-ce que c'est que la monnaie que j'ai dit tout à l'heure. Puisque chaque banque, ils vont donner au FMI, chaque banque centrale va emmener ses devises. Maintenant, en fait, c'est comme si on faisait une devise commune. Oui. Puisque normalement, c'est des devises différentes. On va laisser comme ça. Donc, on va inventer une nouvelle valeur, là, qui est propre au FMI. On va faire comme si c'était une devise commune. Il n'empêche que chaque pays, là, tire sa planche à billets. Ça ne change pas le problème, quoi. Alors, ok, pour qu'on comprenne bien, je donne un exemple. En 2008, se pose le problème de la dette de la Grèce. Aujourd'hui, la dette de la Grèce, c'est plus de 205 fois son PIB. C'est-à-dire que la Grèce, c'est un pays, on peut mettre une croix définitivement, ça n'existe plus au niveau financier. D'abord, finance veut dire arnaque. Déjà, il faut comprendre. Quand on dit finance, ça veut dire arnaque. Finance, façon d'organiser pour l'argent, après on arrive au niveau du capital. C'est ça, c'est des mots. Moi, attends, nous sommes des mathématiciens. S'il m'explique clairement une chose comme ça, je ne peux pas comprendre. Donc c'est des mots, c'est pour tromper les gens. Ils vont inventer autant de mots pour briller les pistes et le bas peuple ne comprend rien. Ils l'ont jamais. Voilà. Ils l'ont jamais. Alors, donc, on en est là. Le cas de la Grèce. Ils ont déjà prêté environ, disons, 200 milliards d'euros. Je ne me souviens plus du chiffre exact, hein, mettons. Ils ont déjà prêté environ 200 milliards d'euros à la Grèce. Maintenant, il faut un deuxième prêt à faire à la Grèce. Le deuxième prêt à faire à la Grèce est supérieur au premier, aux 200 milliards. C'est un exemple. Mettons qu'ils doivent donner maintenant 300 milliards. Le total faisait 500 milliards. Ça a été donné de façon fractionnaire. OK? Mais, Steve, si l'argent était ce que les gens y pensent, pourquoi ils n'ont pas soustrait? Dire que comme la Grèce n'a pas remboursé, on va faire 300 milliards moins 200 milliards, on leur donne que 100 milliards. Ça ne marche pas. Que ça soit fractionnaire réellement. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas accepté? Il fallait que la Grèce... C'est donc là la fait mania alors. Écoute, il fallait que la Grèce rembourse d'abord les 200 milliards, en tout cas une bonne partie, avant que... Pourquoi? Parce que quand on a donné les 200 milliards à la Grèce, c'est du papier. On peut essayer d'estimer en termes de qu'est-ce qu'il a fallu dépenser pour fabriquer le papier. C'est tout. C'est rien, peut-être pas grand-chose. Peut-être ça fait 1 million d'euros, pas plus. Non, de temps, ils ont tout pris en Grèce. Hein. Non, attends, tu es pressé, président. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent au retour de la Grèce?
la richesse de la Grèce. C'est ça. C'est ça que la Grèce doit rembourser. En fait, c'est une façon de convertir le papier en richesse qui reviennent à eux. Clair. Je veux qu'ils comprennent ça, pour qu'ils comprennent que c'est Que les téléspectateurs comprennent très qu'on bien. veut préparer pour l'Afrique. Et comme on n'est pas con, c'est-à-dire qu'eux, ils croient qu'ils ont affaire à des cons. Non, s'ils ont affaire à des cons par nos présidents, qui sont là-bas, pas ceux qui sont restés ici. Paul Biya n'a pas bougé, par exemple, hein, sont clairs. Voilà. Ceux qui sont bougés là-bas, c'est pas toute l'Afrique. Donc le reste de l'Afrique n'est pas con. Le Soudan, tout la Smala, tout ce qu'ils ont fait sur le Soudan, c'est passé à Mo Ibrahim. C'est que le plus, soi-disant, le plus riche, c'est le plus con de nous tous, quoi. C'est ça que le peuple doit comprendre. Le plus dans ce système est le plus con de tous. Même Dangote, attention quand vous citez le nom de Dangote. Moi, je fais attention. D'abord, la banque UBA a des problèmes. Et Dangote, je le vois souvent cité à CNN. Pourquoi on ne cite pas les autres? Chaque fois que ces gens-là mettent un Africain en avant, c'est qu'il a, voilà, il n'est pas bon. Et chaque fois qu'ils disent du mal sur un autre, c'est qu'il est bon. Et c'est compliqué à comprendre ça. C'est ça que le peuple doit comprendre. C'est que ils prennent des gens parmi nous, ils en font des vedettes. Et comme nous, nos esprits sont déjà brillants, j'ai dit que nos ancêtres n'acceptaient pas leur argent. C'est le travail forcé, le fait d'un payer d'impôts qui a créé cette habitude. Maintenant, nous prenons l'argent. Avant, on n'en voulait pas parce qu'on avait déjà compris que c'était une arnaque. Donc, pour la Grèce a dû vendre le port du Pirée aux Chinois. Vous voyez, ils sont dans le business plan. Ils ont dû vendre tous leurs biens avant qu'on leur donne ces 300 milliards. C'est encore du papier. Et entre-temps, leur dette ne fait que augmenter. À l'époque, elle était dans les peut-être 180% du PIB. Maintenant, elle est à plus de 205%. Alors, vous voyez, j'ai chuté là parce que la place à l'économiste. Mais il faut que le peuple comprenne que tout ça, ce n'est que l'arnaque. Et l'argent, tel qu'on l'exprime actuellement, c'est de l'arnaque. Les gens qui ont les Rothschild, si vous voulez estimer leur fortune, ça va faire des zéros à n'en pas finir. Or, cette somme-là ne correspond pas à la richesse qu'il à ce qui possède. existe. Bon, alors, pour l'instant, il veut donner combien à l'Afrique? 3 ans, c'est combien? 100 milliards. 100 milliards. De dollars. 100 milliards de dollars. Dans le cas, en fait, ce n'est que 34 milliards de dollars. Non, ça dit que la promesse. C'est 24 pour l'Afrique. Non, ça dit 33 pour l'instant. C'est-à-dire qu'ils sont en attente. Maintenant, sur les 33 qui sont en attente, 33 milliards de dollars qui sont en attente, 24 milliards pour l'Afrique subsaharienne et le reste pour le reste du continent. En réalité, c'est de l'arnaque. C'est vrai que c'est de l'arnaque. Le reste du continent, c'est quoi là? L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique. mais qu'est-ce qu'on appelle l'Afrique noire alors? Donc c'est un peu embrouillé. Bon, mettons 33 milliards pour l'Afrique. C'est pas ça? 34 milliards pour l'Afrique. Mais c'est pas 100 milliards. Les 33 milliards, c'est en biens de consommation, c'est pas les espèces. Oh, bah c'est encore pire. Mais alors pourquoi on parle de 100 milliards? Pour financer les importations. C'est dit. Bon, ok, si j'ai chuté, c'est pour dire que, hein, en fait, je voulais faire le rapport inverse, divisé par 100, pour dire que, vous voyez, c'est les miettes qu'ils nous donnent. D'ailleurs, ils veulent leur richesse. Pendant ce temps, ils nous apportent des chiffres, du papier, en déclarant il faut qu'ils vont nous financer. Et dans le cas de la France, le cas de la France, elles se sont en danger avec cette affaire de éco qui ne marche pas là-bas. Ils ont du mal à implanter. Et en Afrique centrale, où ils n'ont plus leur place. Donc c'est une façon. En Afrique centrale, on cherche justement la planche à billets. En fait, j'ai chuté. Je dis que Macron, il faut qu'il comprenne une chose. Macron, ton intelligence contre la nôtre. C'est aussi simple que ça. Eux, ils sont plus intelligents que toi. Il faut que si tu ne comprends pas, on va te le faire comprendre. Parce que c'est une façon aussi. C'est-à-dire que si on tombe dans ce panneau, il espère, avec les vaccins, ils font tout. Ils font tout comme, même des vaccins, qu'est-ce que ça va avoir? Il espère finalement nous avoir pour peut-être qu'on retourne dans le CFA d'une autre façon. Je parle de l'Afrique centrale. En fait, le gars, il s'est dit qu'il croit qu'il est intelligent. Avec son conseil des Africains vendus là. Non, il est con. Merci beaucoup. On est 1000 fois plus intelligent que lui. Merci. C'est par notre intelligence qu'on va les vaincre d'abord. Merci beaucoup. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Et c'est ce que nous faisons tous les matins. Tu es le premier intelligent à animer ce plateau. Merci. Docteur Edimo, voilà un pays avec comme dette intérieure, extérieure de plus de 200%, intérieure de plus de 100%, qui veut donner des leçons justement aux pays africains, qui prend l'initiative de jouer justement les bons samaritains, et qui, pour le docteur Jean-Paul Bellec, joue justement les fémanes pour pouvoir, contourner, en tout cas ses propres problèmes, pour aller se chercher de l'argent ailleurs. C'est beaucoup là maintenant. Bon, je ne sais pas. Je crois qu'il y a une solution, certainement, à cette situation. On peut la comprendre. Le président Badala a d'ailleurs expliqué déjà. Il faudra aussi la voir, parce que les téléspectateurs... il a expliqué, je suis un peu embêté par la situation. Donc la voix
a du mal à sortir. Déjà, laissez-moi me réjouir, avant de répondre à votre question, me réjouir d'autres aspects de la discussion qui ont été levés ici. On a parlé de l'Égypte, on a parlé d'un autre monde qui a précédé l'Égypte, mais personne n'a cité son nom, qui était toujours en bordure de l'Afrique, que les autres appellent Lémurie, dans une civilisation qui a précédé l'Atlantide, dont les Atlantes, mais tous étant toujours de ce continent, parce qu'il est remonté à 70 000 ans, et on a des classes, on sait qu'il y a eu une montagne de ce côté, tout rapproché de l'Afrique australe, Madagascar, avec une grande montagne, le mont Shasta, et que l'essentiel des connaissances était emmagasiné de ce côté-là. Toujours en Afrique. Les Africains ne font plus la guerre parce qu'ils savent que ça n'apporte rien. Les Africains ne s'enrichissent plus parce qu'ils savent que ça n'apporte rien. Ça sert à quoi d'avoir des bombes atomiques lorsque des gens meurent de faim? Bon, c'est un peu bête. Ça sert à quoi d'investir des milliards dans des tonnes d'appareils, de tueries, d'armements de toutes sortes, alors qu'il y en a qui n'ont pas de quoi manger? C'est des expériences que nous connaissons depuis. C'est des pistes que nous ne lorgnons plus, parce qu'elles n'apportent rien. L'argent, en avoir en masse, en multipliant ce que les financiers appellent, il essaye de parler de ça, les effets de levier. Ouais. Les effets de levier, quand vous avez 1 franc, derrière vous peuvent s'accrocher 5 autres personnes. Les richesses dérivées. Voilà. En fait, vous cherchez le mot réserve fractionnaire. Voilà, c'est ça. C'est à partir de ces effets de levier, donc il y a des gens qui vous disent oui, nous on va aussi t'emprunter, on va aussi. Aujourd'hui, dans la finance moderne, entre guillemets, on parle des produits dérivés, les futures, les options, n'importe quoi, les contrats à terme. C'est des façons de dire bon, on peut te donner de l'argent sans que il y ait quelque chose que tu mettes sur la table. On peut acheter ton pétrole avant qu'il sorte de la terre. Et on évalue sa valeur. Et dans un échange d'écriture entre les banques, on peut te donner ceci. Mais en fait, tu dois payer des coûts d'intermédiation. C'est nous qui te faisons tous ces montages. Mais en fait, à la fin, tu t'es endetté dans le vide. Parce qu'on s'endette généralement. Dans le vide, oui. Dans le vide, vraiment. Vous ne pouvez pas expliquer que des gens aient travaillé pour enrichir d'autres pendant des siècles. Parce qu'en fait, même la première forme de capitalisation, la plus aboutie, c'est toujours les Noirs. Je ne sais même pas pourquoi ils ont cette malchance. Quand on organise l'esclavage ici, la traite des Noirs, comme ils appellent, c'est à partir de cette activité que Rothschild se met en place. C'est en vendant les Noirs. Le broker, comme on appelle celui qui vend, qui organise. L'apartheid, l'Afrique du Sud. Non, c'est l'Église. C'est l'Église qui organise, qui donne les permis tout à fait de vente aux différents vendeurs. Et l'Église, à ce moment, est aussi fragile, et les royaumes qui existent sont aussi fragiles. N'ont pas encore la notion de garder, de s'enrichir. Ils vont trouver un grand serviteur qu'on appelle Rothschild. Son nom véritable, c'est Bauer. C'est Bauer qui vivait du côté de l'Allemagne. À Francfort, avec tous ses enfants. Il va les délocaliser, prêter de l'argent à tous les royaumes, le royaume d'Espagne, le royaume de Portugal, il fait la banque du pape, etc., etc. Et il va créer donc, envoyer un du côté de l'Allemagne, c'est Warburg. C'est la famille Warburg qui contrôle
toute la finance de la zone. L'autre va aller en Italie, c'est Moses Stif. Un troisième va partir en France, c'est la famille Lazare, etc. Et les autres, avec le déplacement des populations vers l'Amérique, vont s'installer sous d'autres noms, Rockefeller, etc., etc. Mais c'est le même genre, toujours. C'est toujours le même genre. Mais ce que je veux dire, ils s'enrichissent à partir de quoi? De ce commerce de noirs. Les noirs sont exportés, pour le dire, pour créer des champs. Parce qu'on ne revient pas souvent là-dessus, mais la première révolution industrielle n'est pas celle de l'énergie, non. Elle est textile. C'est pas James Watt. Elle est textile. C'est le métier à tisser. Et pour qu'il y ait le métier à tisser, il faut qu'il y ait du coton. Et pour qu'il y ait du coton, il faut qu'il y ait des noirs. Pour qu'il y ait la canne à sucre, il faut qu'il y ait des noirs qui travaillent ces trucs. Et ils ont travaillé, on ne les a jamais payés. La richesse est restée entre les mains de ceux qui ont mis en place ces métiers à tisser et activé la première révolution industrielle. Donc, en fait, je veux dire ceci, on s'enrichit, c'est la famille à tous les niveaux. Vous ne travaillez pas, vous dispensez des permis de transport et de... Les anciens taux. Vous partagez seulement, vous partagez des permis d'aller tirer des noirs et on vous rapporte tout simplement votre argent. C'est ça la première capitalisation. C'est à partir de cet argent que les familles vont se mettre en place, les Rothschild. Ils ont suffisamment d'argent maintenant pour activer la recherche et développement et mettre en place les machines à vapeur parce qu'on finance maintenant. Et c'est comme ça que va exploser la chaîne des révolutions industrielles, mais toujours, et ça il faut le dire, la matière première de base, et j'ai aimé mon frère... L'argumentaire du docteur Jean-Paul Bellec. Quand il parle de Thalès, le théorème de Thalès, Thalès, naturellement, qui, comme tous les autres, comme Pythagore et tout le reste, mais lui n'a pas duré, il n'a d'ailleurs pas duré, c'est Pythagore qui dure le plus, 22 ans sous les pyramides, en train de supplier qu'on lui enseigne, qu'on lui enseigne la mathématique. Et 22 ans. Oui, 22 ans. Il a reçu beaucoup d'initiations, beaucoup de parcours dans les pyramides. C'était un noir, pratiquement, Pythagore. Les autres, on peut dire Thalès, mais il y a eu même des Arabes, hein, parce que même El-Keba, c'est vous les mathématiciens, celui qui développe ce qu'on appelle aujourd'hui l'algèbre, c'est un Arabe qui vient aussi apprendre. C'est un Perse. C'est un Perse. Beaucoup de se dit arabes sont des Perses. Sont des Perses. Et même parfois des Kurdes. El-Keba qui vient et de ça sort le nom aujourd'hui algèbre qui développe une autre partie de la mathématique. Al-Khwarizmi. Que vos ancêtres ont développé. C'est surtout cela où je vais aboutir. Oui. Même le langage binaire qui explique tout ceci. Le téléphone. Qui explique tout le langage de la modélisation, les algorithmes, celui qui est mathématicien, tout ça s'est développé là, dans ces pyramides. Mais on fait tout cela pour comprendre, pour expliquer un certain nombre de choses. Et là, les Égyptiens ont été vraiment des maîtres, parce qu'à un moment donné, on s'est demandé, mais comment est-ce qu'une civilisation peut construire à partir des pierres? Parce qu'en fait, on peut construire à partir des briques cuites, mais on peut aussi construire à partir des pierres bien taillées, et sortir des figures extrêmement précises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a compris un certain nombre de choses avant les autres, beaucoup, bien avant les autres. Oui. Beaucoup trop longtemps avant les autres. Il y a un très grand Africain qu'on appelait Amenhotep. Vous connaissez ce nom très bien. Un de ces premiers ministres d'un grand pharaon de l'époque qui a créé tout. Et les mathématiques, il est au cœur. Et la médecine. D'ailleurs, Hippocrate le cite toujours. Hippocrate dit que ça c'est mon père, c'était un noir. Ce sont toujours Imhotep. Ce sont toujours, heureusement, les Grecs
qui vont trahir les Européens. Parce que c'est eux qui vont dire que oui, on a été initié, le père de l'histoire, on l'appelle Hérodote. C'est lui qui dit, oui, je suis passé, ils avaient des nez, des cheveux crépus, des nez épatés. Ce sont des Éthiopiens. Oui, c'est eux qui nous ont enseigné tout cela. C'est nos pères. Hippocrate fait le même témoignage. Je voulais juste dire une seule chose, qu'on ne se casse pas la tête, tout nous appartient, que les gens s'embrouillent. Qu'on les laisse s'embrouiller en tout cas. Qu'on les laisse. Ils sont en train de quitter l'humanité, parce qu'il y a une nouvelle humanité qui doit se mettre en place sur la base d'autres valeurs. Les valeurs que vous voyez là. Quelqu'un qui passe son temps à réfléchir comment tuer l'autre, comment maintenir l'autre, mais ce n'est même pas un être humain, c'est un animal. Ça, nous ne sommes plus à ce niveau. Mais heureusement, Dieu est souverain, parce qu'il sait comment il vous sort de la piste. C'est en vous rendant bêtes, parce qu'ils sont devenus bêtes. Ils ont oublié la notion de... Ils se sont crus sages, ils sont devenus fous. Ils ont oublié la notion de procréer, et malheureusement pour eux, ils ne savent pas que c'est Jean-Paul qui le sait très bien. En deçà de 2,1 enfants par ménage, une population disparaît. Les statisticiens appellent ça le seuil de renouvellement des populations. Quand vous êtes en deçà, eux, ils sont toujours à 0,8, 0,1 aujourd'hui. Ça veut dire que c'est la porte de sortie. 2000, dans 100 ans, plus précisément, la moitié, qu'on le veuille ou pas. C'est pas Edimo qui dit, hein. Ça, c'est les statistiques bayésiennes des Nations Unies. 2120, 2130, la moitié de la population du monde est noire, qu'on veuille ou pas. Donc c'est une... Voilà pourquoi ils nous imposent justement les LGBTQ. Non, qui, là, ils ont ajouté et les vaccins. Qui continuent à tout imposer. LGBTQ, nous, on a ajouté I. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, nous sommes dans la course de résistance. On les regarde. Ils vont sortir eux-mêmes. Ils vont sortir eux-mêmes. Eux-mêmes. Personne ne les contrôle. Personne. Qu'on laisse même le franc CFA, qu'on vive comme on vit là. Ils vont toujours sortir. Quoi qu'on fasse. Donc, nous, on sait ça. On ne veut plus trop s'enrichir. Nous voulons une nouvelle humanité où les gens partagent, où ils échangent, oui. Où personne ne souffre trop. Aujourd'hui, les gens ont voulu tuer d'autres. Regardez les guerres qu'on crée partout. Est-ce que c'est digne d'un être humain de rester à réfléchir comment créer les guerres dans d'autres pays? Quand je vois les présidents comme les Macron, je me dis, bon, ok, c'est ce que la France mérite peut-être. C'est peut-être ce que... Bon, c'est une malédiction, une très grande malédiction. Heureusement, nous avons des sages ici qui savent aussi les maudire. Il y a quelqu'un qui a maudit toute une catégorie de ce genre de personnes en disant, ne reste pas au pouvoir celui qui veut, mais celui qui peut. C'est une malédiction, mais c'est nos façons de faire. Quand tu prononces certaines choses, ça pousse. Ça forcément, ça se réalise. Nos techniques, ce sont nos armes. Elles ne sont pas nucléaires, elles sont autres. Elles sont celui orales. Qui se lève contre nous va toujours tomber. C'est ça, merci. Merci à vous également, Dr. Eddy Modède, là ce matin. Albert Anatola, ici, le débat commence à prendre corps. Il y a 8h55. Encore 30 minutes, nous allons sortir de cette édition de DBS ce matin. Bon, vous savez, ça prend le temps. C'est un festin, mais bon, on verra bien si la direction générale nous endurera dedans. Hein, on verra. Ça commence à être sucré que vous voulez arrêter. Allons-y. Albert Anatola, ici, jusqu'à preuve de contraire, on a écouté les uns et les autres. Ils sont tous d'accord sur un seul point. Voilà donc quelqu'un qui veut aider, il faut le dire comme ça, le continent africain. Et d'ailleurs, on nous dit, et certains téléspectateurs qui nous écrivent, nous disent, nous n'avons pas besoin de l'aide de la France, qu'elle s'aide d'abord elle-même. Oui, vous savez, j'aime toujours placer les choses dans leur contexte. La petite messe de Paris, comme je l'ai appelée hier, intervient dans un double contexte. Le premier contexte, c'est M. Macron et à la veille d'une élection présidentielle. Oui. Dans ce cas d'espèce, il faut s'engager dans une campagne marketing politique. Parce qu'il faut bien que du côté de l'Hexagone, qu'il mette sa campagne sur le continent africain
pour n'est-ce pas, essayer de grappiller quelques voix, parce qu'il est sûr que s'il est un nouveau candidat pour son second mandat, c'est pas sûr que ça sera validé. Ça, c'est le premier point, le premier prétexte. Le second, naturellement, il se rend compte que la France n'a plus véritablement de l'influence, notamment en Afrique subsaharienne. Donc, il faut appâter certains de ses partenaires sur le continent africain, certains de ses amis. Vous avez certainement vu quelle familiarité il y avait entre ces mélanodermes, j'ai envie de dire, ces représentants de nos empires, de nos enclos coloniaux qui étaient là-bas, pour parler au nom de l'Afrique et des Africains. Bon, lorsque j'ai mis cela dans ce contexte, c'est-à-dire une sorte de marketing politique, une sorte de marketing économique, j'allais dire, de recolonisation de l'Afrique, oui. Eh bien, vous comprenez que nous sommes dans une campagne à la fois d'arnaque, d'usurpation, d'imposture. Maintenant, lorsque j'ai dit cela, j'ai envie de dire qu'en fait, le problème ici, ce n'est pas M. Macron, parce qu'il n'a pas mon mandat pour parler en mon nom. Donc, il est français, je crois, sauf s'il a changé de nationalité, comme ses amis. Il est français, il a été élu par les Français, il l'a pour défendre les intérêts des Français. Lorsque j'ai dit cela, moi, ce qui est tout paradoxal, c'est l'attitude de nos dirigeants, l'attitude des Africains d'ici et d'ailleurs. Oui. Figurez-vous que pour aller à la chasse, justement à la concurrence commerciale que livre la Chine, les États-Unis comptent sur l'Afrique. Pour maintenir son hégémonie mondiale, sa puissance commerciale, la Chine compte sur l'Afrique. Pour justement essayer de sauver les meubles, l'Union européenne compte sur l'Afrique. Il y a même quelqu'un qui a osé dire que l'avenir de l'Afrique, l'avenir de la France et de l'Union européenne, c'est l'Afrique. Monsieur Macron. Voilà. Maintenant, pour aller à la guerre contre la Chine, à la guerre que lui mène la Chine, le Japon compte sur l'Afrique. Mais sur qui ou sur quoi comptent les Africains? Sur la dette. Sur la dette, c'est ça, non? Vous avez vu un pays africain, un pays au monde qui s'est enrichi, qui s'est développé grâce à l'endettement ou bien au surendettement? Je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez justement l'endettement, parce que la dette de la France n'est même plus soutenable, ça, il faut dire les choses comme elles doivent être dites. Et que c'est ce pays-là qui a la prétention d'organiser un sommet de financement des économies africaines, mais vous ne voyez pas l'erreur quelque part? Il y a une très grosse erreur quelque part, ce n'est pas de l'arnaque. C'est de l'escroquerie à la limite. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Je dis, personne n'a donné aucun mandat, ni à Macron, ni à ses députés, ni à ceux qui vont arriver, de parler au nom des Africains. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'il le dit, ça veut dire qu'il confirme ce que nous, les panafricanistes, nous disons. C'est-à-dire que l'Afrique est encore sous tutelle. L'Afrique est encore colonisée. Puisque, pour parler aux Nations Unies, les pays africains ont besoin de la tutelle de la France qui ne représente en seulement rien sans les Africains. C'est quand même un gros problème. Pour parler d'égal à égal avec le G7 et le G20, la France a besoin des Africains. Pour financer son économie, son industrie, la France a besoin des ressources, des richesses africaines, justement, et de la monnaie de franc CFA. Bon, alors, c'est de quel droit? Je dis bien, de quel droit ces imposteurs peuvent se prévaloir notre légitimité qu'on ne leur a pas conférée? Donc, nous sommes en pleine escroquerie. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la France... Mais justement, c'est une escroquerie qui date depuis longtemps. Justement. Mais on tombe toujours dans le même tableau chaque année, Albert Anatola ici. Et la raison pour laquelle j'ai dit, c'est nous le problème. C'est nous les Africains le problème. C'est nous le problème.
C'est nous le Ça fait problème. des décennies, c'est le même pays qui parle toujours au nom de ces pays africains. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de dire dans le protocole de Toronto que les populations n'ont pas de mémoire historique. Puisqu'ils savent qu'ils reprennent, ils reprennent le même schéma et ça réussit toujours et on ne prend pas conscience de ce qu'à un moment donné, il faut faire la guerre. Je ne parle pas de la guerre verbale, mais une vraie guerre. Oui. Et ils peuvent même se permettre d'utiliser notre propre frère, entre guillemets, pour venir nous canader. Je pense que c'est notre posture, c'est notre attitude qu'il faut questionner, puisqu'ils sont pratiquement dans leur rôle. C'est eux qui ont intérêt. Attendez, est-ce qu'on prête à un pauvre? On vous dit... Est-ce que d'ailleurs le pauvre prête aux riches? Non, on vous dit... Non, je vous dis, est-ce que on peut prêter, un riche peut prêter à un pauvre? Jamais. Jamais. Parce qu'il ne peut pas être remboursé. Mais comment se fait-il donc que le continent africain, qui est qualifié de continent pauvre, se fait courir tout le monde? Très endetté. J'ai bien fait courir tout le monde, je dis bien les grandes puissances. C'est-à-dire la Chine, les États-Unis, la France, l'Union européenne, avec et tout ce beau monde-là. Et mais vous êtes là à croire que votre continent est pauvre. Mais ça veut dire que c'est nous le problème. C'est nous le problème. Donc je crois que, et là ça nous amène à questionner la qualité de notre élite, si nous en avons une. Est-ce que ça questionne la qualité de notre élite? Son rôle. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous enfermer davantage dans le carcan de l'endettement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque vous parlez de 33 milliards de dollars qu'on va compléter plus tard à l'issue du G0 ou du G20, c'est pas de l'argent, frère. Il faut que les spectateurs qui nous écoutent suivent cela. C'est l'argent qui vous sera donné en bien de consommation, c'est-à-dire qu'on vous paie de l'argent pour faire tourner leur économie. C'est-à-dire qu'on vous arrêter, c'est comment ça va fonctionner. C'est dit clairement. C'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent pour faire fonctionner leur économie, pas pour investir chez vous. Ce n'est pas des espèces sonnantes et trébuchantes. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire que pour que leur économie fonctionne, il faut qu'ils vous donnent l'argent pour faire fonctionner leur économie. Parce que vous êtes surendetté, le Covid-19 est passé par là, mais ce qu'on oublie, qu'ils ne sont pas dit, et comme ils ne sont pas sérieux très souvent, qu'avant le Covid-19, la plupart des économies africaines avaient des problèmes. Pas seulement du fait des mauvaises politiques budgétaires ou des problèmes de gouvernance, mais justement du fait des politiques d'ajustement qui sont imposées par les institutions de Bretton Woods. C'est-à-dire le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris, de Londres, tous ces gens-là, c'est la même chose, c'est le même genre. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Ce n'est pas à Paris qu'on doit penser le modèle économique ou bien la politique de développement des États africains. Jamais. Ils ne sont pas là pour ça. Eux-mêmes, ils n'en sortent pas déjà. Tout à l'heure, le Dom Belek parlait du cas de la Grèce. C'est quand vous voyez le niveau d'endettement. Et vous voyez justement et qui l'a endetté, il faut bien préciser, Albert Anatole, ici, la Grèce, parlons de la Grèce. Tous ces pays sont endettés, tous les pays de l'Union européenne, tous les 27 pays de l'Union européenne sont super endettés. Peut-être l'Allemagne en moins, la Grande-Bretagne en moins, mais les restes sont super endettés. D'autres ont même un endettement qui n'est plus soutenable, comme le cas de la France. Mais vous avez donc quelqu'un qui se tient sur un pupitre et vous dit que moi je suis la solution à vos problèmes. Mais ça c'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, il faut le dire. Donc je pense que, comme j'ai eu à le dire hier, nous avons un problème avec notre élite. Surtout avec les économistes, les planificateurs. Oui. Parce que c'est honteux qui doit pouvoir penser et se mettre au travail pour réfléchir, créer des convergences de vues par rapport aux ambitions des gens du continent africain. Du point de vue politique, il faut également une convergence politique, ce que je pourrais appeler l'unité politique. Parce que lorsque vous avez ce que j'appelais les micro-États qui se mettent dans une sorte d'entité sous-régionale, ça pose un problème, ça fragilise. Donc, je crois qu'aujourd'hui,
lorsque nous parlons sur nous partons sur ce paradigme-là, la zone de libre-échange économique ne peut pas véritablement décoller. Je pense sur le contenu de l'économie sur ce plateau, parce que là, ils vont, si nous maintenons justement notre relation incestueuse avec les déstabilisateurs, et je crois que c'est eux qui doivent nous donner les formules pour faire fonctionner nos économies, eux, ils vont plutôt faire tout le contraire pour déstabiliser nos économies à travers des guerres qui s'organisent sur le continent africain, qui planifient, qui financent et qui élaborent. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que même la preuve, c'est que même la plupart des États qui ont leur monnaie, très souvent, ont de la peine à décoller parce que on crée le désordre autour ou à l'intérieur de leurs frontières. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à la question majeure, M. Macron et les autres, ses prédécesseurs, sont dans l'usurpation, sont de l'imposture, de l'arnaque. Personne ne leur a conféré le mandat de porte-parole du continent africain. S'ils ont les relations privilégiées avec certains de leurs chefs d'État, de leurs amis qui les appellent très cher Emmanuel, c'est là pour eux, on a intérêt à plaisir d'avoir des amis. Mais par contre, il faut dissocier l'amitié avec les intérêts des États, c'est-à-dire le destin des peuples. Il ne faut pas également oublier que les épouses étaient également invitées à ce sommet, Albert Anatola ici. Brigitte Macron les a également reçues. C'est l'œuvre le plus absolu, mais qui ne parle pas au nom des Africains lorsqu'il s'agit des enjeux. Comme ça, sur l'oreiller, elles peuvent justement convaincre le mari. Quand il s'agit des enjeux qui concernent le destin des peuples africains, qui se dissocient, n'est-ce pas, qui dissocient leurs relations personnelles avec les intérêts de la majorité, c'est-à-dire du peuple africain. Messieurs, on va aller au pas de course ce matin. Président Badakani, c'est toujours Emmanuel Macron qui représente justement les Rothschild. Peut-on dire également aujourd'hui que les Rothschild se sentent en danger et qui sentent également que le danger vient de l'Afrique? L'ère des Rothschild est terminée. Ceux qui analysent, ceux qui lisent, font des recherches, qui connaissent comment le monde fonctionne profondément, savent que leur ère est terminée. Donc le danger viendrait justement du continent africain. Mais c'est évident. C'est évident. D'ailleurs, toute cette agitation-là, les pitiéries de M. Macron sont l'expression des illusions des globalistes qui croient que pour rebondir, il faut accélérer ce que je pourrais appeler le développement du capitalisme en Afrique. Parce que l'Afrique est le dernier continent, l'un des derniers continents, peut-être l'Inde aussi un peu, où, entre guillemets, on parle d'arriération économique. C'est-à-dire que le capitalisme n'a pas achevé son rôle historique dans ces pays-là, dans ces endroits-là. Donc, ces gens-là pensent qu'ils peuvent rebondir en accélérant cette affaire. Mais c'est une illusion. C'est une illusion parce que c'est contradictoire de vouloir accélérer le processus capitaliste, oui, en même temps d'engager l'humanité dans la transhumanité. C'est de la folie. Ça signifie que le capitalisme va monter ses limites. Non, c'est de la folie, c'est fini. C'est de la folie. C'est une contradiction qu'on ne peut pas résoudre. On ne peut pas résoudre. Parce qu'aujourd'hui, les peuples ont compris, les peuples ne pensent même plus aujourd'hui au capital, on s'enrichit, machin et consort. Ils disent que mais on veut nous tuer. Les gens ont compris qu'on veut nous tuer maintenant. On veut nous tuer par le vaccin. Donc on est en guerre contre eux. C'est la guerre. Il n'y a rien à faire avec M. Macron. C'est la guerre. Il faut couper leur tête. Parce que les peuples ont compris ça. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ce sont des rêveries. Et qu'on va dire des grands enfants, qui sont dans le tourbillon d'avoir cru qu'ils sont puissants, qu'ils savent. Les Rothschild pensent qu'ils connaissent l'économie et la finance. Ils pensent. Mais quand vous faites de la finance ou de l'économie, en tuant les gens, en volant, vous n'avez rien, vous ne connaissez rien, vous n'avez rien, vous êtes maudit. Le te le dit. C'est ce qu'on est en train de voir. Parce que les pratiques de civilisation qui sont derrière leur démarche demandent qu'on a affaire à des malades mentaux. Vous transformez la pédophilie en pratique d'État, en pratique de civilisation. C'est-à-dire les globalistes. Consentement sexuel. Non, vous voulez m'aider. Ne vous êtes pas. C'est-à-dire, je suis en train de dire que les globalistes, c'est établi maintenant. Oui. Je commence à parler de ça depuis. Ils font de la pédophilie initiatique. Vous entendez parler de la dénacrome? Le monde peut fuir, mais ça arrive. Ces révélations vont sortir. C'est un crime mondial, c'est terrible. C'est une industrie mondiale qui est basée sur le génocide des enfants pour recueillir leur énergie.
Mais si des gens peuvent baser leur déploiement sur de telles pratiques-là, on parle avec les gens comme ça. Parce que les gens ne savaient pas. Maintenant, les gens savent. Les Russes vont parler avec qui? Vous n'avez pas vu les images où on chassait l'orphelin en Chili, au Chili? Le Chili qui est la terre par excellence du néolibéralisme, je pense que Condor le dit mot. C'est-à-dire, c'est quoi le néolibéralisme? C'est la financiarisation de l'économie mondiale. C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme, le nouveau capitalisme. C'est l'argent qui domine la production réelle. C'est ça, je résume un peu que les gens comprennent. Donc, on a chassé l'orphelin au Chili, à l'époque du Chili. On le chassait. Ce qui était impensable hier. C'était leur royaume, c'était leur territoire conquis. Pourquoi? Parce que les peuples ont compris. Où voulez nous amener, mon cher gosse? Donc, il y a là un dérèglement mental, un dérèglement en termes de projection qui caractérise ces gens qui nous fait sourire. C'est de la folie. Dès que vous déclarez la guerre à Dieu, vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Dès que vous obéissez que Dieu est le souverain, comme je disais tout à l'heure, vous êtes mort. Quand vous décidez d'anéantir l'espèce humaine, vous êtes mort. Vous aurez affaire aux êtres humains, et vous aurez affaire à leur créateur, à Dieu. C'est des principes indiscutables. Mais si les gens ne comprennent pas ça, on n'a pas affaire des êtres humains, monsieur Ngos. Donc, moi je voudrais revenir sur celui qui c'est le porte-parole. Le porte-parole, soit disant de l'Afrique. Le auto-proclamé du moment. Bon, Jean Mobelec a démontré magistralement que son mandat, il le tient des talmudistes. Oui. J'ai démontré que les talmudistes sont des tueurs. Ils sont des tueurs, ce sont des satanistes. Et ça veut dire que ce sont des gars qui vivent selon les principes sataniques. Alors on pourrait ne pas voir ça hier, mais ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui est clair. Pour démontrer que ce n'est pas un débat. Si vous voulez voir Satan, il n'est pas dans les cieux, il est devant nous. Il est devant nous à travers le comportement de ces gens. C'est cela qu'il s'agit. Donc, le porte-parole autoproclamé de l'Afrique, ce n'est pas seulement quelqu'un qui assassine les Africains. Ah, il faut l'appeler ça. Il assassine les vieillards dans son pays. Il y a près de plus de... On vient de dire également que je vous ai laissé dire. Hein. Plus. Il faut bien que... Bon. Vous parlez de qui, de CNC? Oui. Allons-y. Quoi que le CNC peut se tenir devant nous. On va voir. L'ambassadeur français va donner l'argent au CNC. On va voir. C'est pas aujourd'hui qu'on affronte le CNC. Le docteur dit, me connaît. Tu peux le connaître où on a affronté le CNC. D'abord, c'est une institution en voie de disparition. C'est une question de temps. C'est une parenthèse. Donc, je suis en train de dire que M. Macron n'assassine pas seulement les Africains. Mais on peut ajouter de ça. La loi sur le rivotril, c'est moi qui ai fait voter ça. C'est moi. C'est M. Macron. Ça veut dire, c'est quoi? On a assassiné plus de milliers de vieillards en Europe. Apparemment, sous l'apparence de lutte contre le Covid. Il y a des plaintes aujourd'hui qui attendent M. Macron. Liées à ça. Des plaintes documentées, M. Gauss. Je pense que le CNC irait aider la France, irait aider M. Macron à ce moment-là. Que le courrier d'aider des gens comme nous. C'est de cela qu'il s'agit. Ce monsieur assassine les gens qui marchent pacifiquement dans son pays pour dire qu'on a faim, on veut manger. Je parle des Gilets jaunes. Qui est un vaste mouvement national. Qui a représenté, après plus de 30 ans, plus de 40 ans, le véritable mouvement social dans un pays comme la France, qui a cette tradition de mouvement social, et qu'un président arrive, ne sache pas dialoguer avec un tel mouvement. Dans le pays qu'on appelle la France, la France est finie, c'est terminé. Parce qu'en matière de tradition sociale, la France est un pays quand même qui, en la matière, a une histoire dans le domaine. Vous comprenez? Le syndicalisme en France, c'est pas de la blague. Vous comprenez? Quelqu'un a démantelé tout ça par le feu. C'est-à-dire la main est sortie pour tuer les Gilets jaunes. Plus de 6000 arrestations. Des centaines de personnes qui ont perdu un œil. D'autres ont eu un bras arraché. Mon cher gosse. Plus de 20 morts. Sans oublier ceux qui sont incarcérés. Hein. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Monsieur Ngos, mais les Africains, les démocrates africains appellent un pareil monsieur démocrate. Monsieur Ngos. Il est porteur d'un projet de démocratie. Ce monsieur-là. Donc, il ne tue pas seulement en Afrique, il tue même chez lui. Pour être porte-parole d'un continent qui a des porte-paroles naturels, légitimes, à tout point de vue, pas seulement en politique. Le continent africain, les porte-paroles, jamais l'Afrique n'a été sans porte-parole, à tout point de vue. Pour être donc le porte-parole
en chef, parlons comme ça, il faut éteindre les porte-paroles légitimes. Il faut les éteindre. On les éteint par la mort physique. On les éteint en portant atteinte à leur réputation, par le dénigrement, la calomnie. On les fait taire en les détruisant culturellement, en utilisant tous les moyens pour les détruire. Pas le chantage. Le chantage, tout ce que vous voulez. Toute forme de corruption. C'est organisé. Il dit qu'il y a un système organisé qui est mis en place, n'est-ce pas, pour que l'Afrique n'ait pas de porte-parole. Je dis ça pour déconstruire les arguments des démocrates qui veulent justifier le crime de M. Macron par le fait que non, il y a des présidents qui ne foutent rien, machin et qu'on sort. À ce moment que les présidents ne foutent rien, nous aussi on ne fait rien. Bon, nous aussi on ne fait rien. Pourquoi vous estimez que Macron, sa voix est plus importante que la nôtre ici? Il n'y a qu'un barème pour établir ça, M. Ngos. Donc, là, ils n'ont pas d'argument. Quand les porte-paroles se lèvent, vous coupez leur tête, vous les tuez. Qu'ils soient présidents, vous les tuez. Et vous montrez les Africains pour dire que non, 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 ils ne font rien, il faut... Non, M. Macron fait ça parce qu'il y a le vide. Voilà les arguments. Les gens comme la Chine Bembe. Les gens comme ça. Petit fou, là. Qui sont longtemps passés pour la lumière, alors qu'ils sont la représentation la plus élevée des ténèbres sur le continent. Mon chien gosse. Les gens qui disent ça. Ce porte-parole-là, hein, le porte-parole-là, ça s'est dit, hein, le porte-parole-là, que M. Macron exerce, suppose que M. Ngos, et on va nous imposer ça, nous devons accepter que la force, c'est le droit. Que le plus fort, et le plus bon, et le plus intelligent est le modèle. Mais c'est inacceptable. Les hommes ne basent pas leur vie sur des choses comme ça, M. Ngos. C'est quoi ça? La force, ce n'est pas le droit. Quel est ce monde où, parce que quelqu'un est faible, il faut l'effacer de la terre? C'est quel monde ça? Mais on a perdu des repères. Mais c'est ça qu'on va nous imposer. Dès qu'une personne est faible pour un moment, il n'est plus un être humain. Dès qu'une nation est faible, il a tous les torts, elle a tous les torts du monde. On peut massacrer les populations, on peut faire n'importe quoi. On dit non, ce sont les rapports de force. Mais nous, quand on confond le rapport de force, c'est une catégorie d'analyse. Mais ce n'est pas une catégorie opératoire quand les hommes veulent vivre en général. Les hommes doivent vivre en harmonie. Ils doivent coopérer. Ils doivent s'aimer. C'est ça le principe. Quand des gens sont incapables de faire ça, ils ne sont pas des êtres humains. Donc quelqu'un qui a la tête d'un pays, qui tue, qui vole et qui pille, ne peut pas se présenter en représentant d'une certaine morale, d'une certaine idée de la société, d'une certaine idée d'un projet politique ou bien d'un projet universaliste que les nations pourraient partager. Nous dénions ça, M. Macron. Il n'en est pas digne. C'est un petit. À tout point de vue, c'est un petit. Il faut qu'il se taise. Et ce n'est pas en ramassant de la pacotille africaine, mettre autour de soi, qui peut se placer comme étant quelqu'un qui peut débattre avec l'Afrique. Il faut arrêter ça. Il n'en a ni la capacité physique, la capacité mentale, ni la légitimité. Et son parcours démontre que c'est un vaurien. Parce que, je le répète encore, c'est la propriété privée de Rothschild. Un esclave ne parle pas à l'autre esclave. Ça vous amène à dire autre chose qui est important. Les Africains, certains Africains sont les seuls qui pensent que on ne peut pas être puissant et en même temps être un esclave. Les gens pensent que la possession de la force et des armes, la capacité de voler sans être jugé, de tuer sans être jugé, fait de vous un puissant. D'abord, ce qui est faux. Du point de vue de l'éthique, de la morale, des valeurs, ce qui est faux. Mais en même temps, peut vous empêcher d'être esclave. Alors, on n'a pas compris pourquoi Trump, l'ancien président américain, oui, entre guillemets, l'ancien président américain, entre guillemets, a dit que son pays n'est plus souverain. Et il a l'ONU fait un discours pour demander aux nations de se battre pour leur souveraineté. C'est le président américain qui le dit, M. Goff. Parce qu'on ne comprend pas, les gens ne comprennent pas, que une puissance est esclave des services. Une puissance est esclave des services. Rome est tombée à cause des services. Il faut lire l'histoire. Tous les empires qui sont tombés sont les empires qui ont cru que la puissance en état brut suffisait, n'est-ce pas, à élever un pays en empire. Ça. La France aujourd'hui sait, elle voit ça. La France est l'esclave des Rothschild. Les Français bavardent là, ils commencent à comprendre que leur pays ne leur appartient plus. Et ils vont mener le combat que nous menons là, contre la France. Ils croyaient hier, ils le comprennent à la faveur du coronavirus. Les Allemands le comprennent. Les Américains le comprennent. Les Chinois le comprennent.
Parce que les nations du monde ont été mises en esclavage. C'est en train de terminer par une clique de criminels, n'est-ce pas, qui confessent Satan matin, midi, soir, c'est 13 familles. Ils sont eux là. Ils sont eux. Donc, pratiquement toutes les nations sont en esclavage. Vous comprenez? Et là encore, c'est une illusion. Parce que maintenant, l'avenir, c'est quoi? C'est qu'on va vers l'unité des nations contre ces gens. C'est là où on va. C'est là où on va. C'est là où on est en train de partir. Donc vous comprenez que ce sont des dynamiques qui dépassent les rêveries et les ambitions, les puceries d'un type comme M. Macron. C'est pas son niveau, ces choses-là, M. Ngoz. Vous comprenez? Alors, quelqu'un peut demander, je termine par là, que pourquoi donc l'iniquité? Appelons ça comme ça, c'est l'iniquité là. Oui. C'est le mal absolu qui se manifeste. Pourquoi ça a régné? On peut finir d'expliquer toutes ces choses. Mais l'iniquité peut régner pour que les vrais hommes émergent. Pour que les êtres humains passent d'une représentation animale de leur vécu pour accéder à une représentation illuminée, au sens noble du mot. Une représentation philosophiquement élevée, spirituellement élevée de leur présence sur Terre. Et là, la civilisation commence. On y est, la civilisation commence. Parce que ce qu'on a vécu là, personne ne va plus accepter ça. Les vrais hommes émergeront, ils sont en train d'émerger. Les vrais humains sont en train d'émerger. Pour ne plus accepter l'inacceptable comme étant la règle de la vie des êtres humains. C'est pour ça qu'il faut déconstruire alors. C'est le travail qu'on est en train de faire. Tous les paradigmes qui ont été élaborés jusqu'ici. Ça veut dire quoi? On ne peut plus donc prendre pour référence le FMI et la Banque mondiale. Ils ne font pas de l'économie. Je passe le contrôle de M. Edimo. Ils n'ont jamais fait l'économie. Ils font le crime. Ils tuent. Ils volent. Si on appelle ça l'économie, moi, ça ne me concerne pas ce genre de choses. Ils n'ont jamais fait la politique. Ça, c'est la pré-politique. C'est la proto-politique. Allons-y, messieurs. Je suis en train de finir. Oui. C'est la proto-politique. Je suis en train de dire quelque chose d'important, M. Ngoz. C'est que le travail qui nous attend. Oui. Et il n'y a pas encore eu de politique. Là, maintenant, sur la terre, il n'y a pas encore eu de politique. Ça, c'est pas la politique. C'est la proto-politique. C'est la sauvagerie. Vous comprenez? Il n'y a pas encore eu de culture. Il n'y a pas. Parlons comme ça. Ça, c'est le processus que les Africains ont déclenché, Noirs ont déclenché pour diffuser la vie sur Terre, était stoppé, n'est-ce pas, par l'émergence de l'Occident. Il faut une nouvelle, cette constellation-là. Une nouvelle humanité. Mais c'est clair, il faut reprendre le processus. Et ça demande, comment on appelle ça? C'est-à-dire une désintoxication morale de haut niveau, qui n'a rien à faire avec le folklore, tout sorte le folklore, mais qui va se reposer, c'est ce que Belek dit, la culture mathématique, qui est l'apanage même des peuples africains. Les peuples africains ont émergé dans l'histoire, n'est-ce pas, ont accédé à l'humanité par la mathématique, qui n'est pas ce qu'on enseigne tous les jours là aux gens. Et pendant ce temps, Dr Jean-Paul Mbelek, finalement, on a entendu pendant de longues années que l'Afrique, c'est le continent du XXIe siècle. Sommes-nous justement en plein dedans? Le président Mandakani a chuté là-dessus. Justement, pourquoi je vous relance? On va entrer dedans. Oui. Juste pour dire à 3A, lorsque Tshisekedi et Félix Tshisekedi et Macky Sall, fils de son père, je t'ai écouté hier, président. Oui. Fils de son père. Qui a appelé le Mumba Crapaud. C'est ça. On n'oubliera jamais. Lorsque Tshisekedi ou Macky Sall, mais Tshisekedi, main dans la main avec Macron, on l'avait déjà vu. La dernière fois au Tchad, déjà oui. Là, pour les funérailles du maréchal, là, il était déjà là. Et puis il était également en France, à l'Élysée. Voilà, quelques jours après, à l'Élysée, voilà, ils étaient ensemble. Voilà, parce qu'ils sont frères. Et c'est clair, c'est le mot. Docteur Edimo. Donc il peut l'appeler mon cher. Docteur Edimo. C'est les frères. J'ai entendu ce que tu as dit. Tu sais que moi aussi je connais un peu ces choses, même si je ne suis pas dedans. Ils sont frères francs-maçons. Quand tu parles des Lémuriens, docteur Edimo, je comprends que tu as fréquenté ce cercle, ou alors t'en sais presque autant que moi, ou plus. Voilà. Ce sont des termes de francs-maçons. Ils sont frères francs-maçons. Oui. Et la franc-maçonnerie est une passerelle créée par les talmudistes pour créer des gens qui vont mettre à un niveau pour bien les servir, sans pour autant qu'ils ont dans le premier cercle. C'est établi aujourd'hui. Les talmudistes. C'est établi aujourd'hui. C'est le but de la franc-maçonnerie. Bien sûr, quand quelqu'un entre dedans, au départ, il voit ce qu'on lui présente. Fraternité, on s'aide. C'est un degré de la pyramide. Mais ce n'est pas le sommet. C'est un degré de la pyramide. Et qu'à ce que je sache, il y a très peu de Noirs qui ont atteint un certain niveau proche du sommet.
dans la franc-maçonnerie. Hein. Clair. Déjà, être dans la franc-maçonnerie, c'est pas être au premier cercle des talmudistes. Hein. Mais je dis que même à ce... Vous vous rendez compte que, par exemple, celui qui dirigeait le Ku Klux Klan est un grand maître franc-maçon et talmudiste aux États-Unis. Oui, c'est connu. On vous comprend. Donc, ils sont frères. Macky Sall, ils sont frères. Et... Dans la fraternité n'a rien à voir avec la peau. Non, non, je l'ai dit tout à l'heure. Non, ça n'a rien à voir. Non. C'est pour ça, même quand je dis le codem, c'est pour te faire plaisir, 3A. Parce que mathématiquement, ça pose un problème. Parce que dans le codem, au niveau grec, ça veut dire qui a la peau blanche. Derme, c'est la peau. Alors qu'en réalité, on s'en fout de la peau. Si on regardait la peau, toute l'humanité est noire. Les autres ne sont que des dépigmentés. Et il faudrait expliquer pourquoi une population blanche a pu exister. Ça, on ne sait pas encore. Oui. Que les blancs existent, on comprend. Les blancs naissent parmi les noirs. De temps en temps, il y a un blanc qui apparaît sur des milliards de noirs, ou des millions de noirs, ou des centaines de milliers, je ne sais pas combien. Mais ça arrive. Mais qu'une population blanche soit constituée, et c'est même pas en Europe. C'est à la lisière de l'Europe. Ça, il faut l'expliquer. On ne sait pas encore. Il y en a qui disent qu'il y a eu manipulation génétique, je ne sais pas quoi. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Il n'est pas allé loin, mais je comprends où vous voulez aller. Moi, je suis un scientifique. Je ne peux pas dire des choses dont je n'ai aucun élément. Alors, ça, Michel, malgré qu'on ait ajouté le temps, on a 25 minutes. Donc, je vais accélérer. Je vais accélérer. Tu termines à 10h, je serai à 10h dans 25 minutes. J'ai 3-4 choses à dire. Le temps. J'ai 3 ou 4 choses à dire. Je vais accélérer. On finit à 10h, c'est ça 55. 9h55. Je vais accélérer. Voilà. La deuxième chose, c'est pour Simon D. Oui. Avec le Made in Africa, il a raison. Parce qu'en fait, il a raison. Moi, je me demande seulement comment on va mettre ça en œuvre, puisqu'il n'est pas au pouvoir. Mais dans le principe, il a raison. Parce que quand on dit l'argent, en fait, c'est comme un bon du trésor ou un billet qui te permet d'avoir accès à certaines marchandises. Tu as parlé tout à l'heure, les biens de production, les biens de consommation, même si on parle de l'armement, on parle de même les médicaments de Big Pharma. C'est-à-dire que c'est comme si on donnait juste le billet, là, ou la monnaie, c'est pour avoir accès à ces boutiques. Gérées par les talmudistes, d'où notre problème. Et là, Simon a raison, le Made in Africa. Parce qu'en fait, l'argent, là, on lui a donné l'importance parce que les talmudistes, ils ont tout. C'est ça la finance. Ils contrôlent tout. Donc, en fait, du coup, l'argent, là, devient important. Ils créent l'argent, puisque c'est eux qui organisent tout ça. Et ça te donne accès à telle boutique. Créer le papier qu'ils appellent l'argent. Oui, mais c'est leur force. Tu as le billet, c'est comme le futur le passeport ou le passeport vaccinal. Vaccinal, voilà. Tu as accès à la boutique. Boutique Rothschild. Autre chose, il faut que la population comprenne. D'ailleurs, je te coupe pas. Dans le sommet de Paris, une des choses que Macron met en avant, il dit qu'il faut laisser les choses qui ont duré dépasser, qui ont duré 60 ans. Et les choses qu'il met en avant, c'est qu'il dit qu'il va proposer aux Africains des mécanismes nouveaux pour accéder au financement. Des mécanismes d'échange nouveaux pour accéder au financement. Mais c'est quoi? C'est juste transférer en Afrique les ingénieries financières dépassées dans certaines régions du monde. On veut transférer en Afrique, n'est-ce pas? Pour que les gars, n'est-ce pas, en nous donnant des papiers, s'accaparent tout notre continent. Il met ça en avant. C'est ça qu'il y a derrière. En fait, c'est un des constats de leur échec. C'est erreur constater que malgré qu'ils ont organisé, parce que organiser financièrement, ça veut dire que contrôler l'affaire et mettre sa marque, c'est Rothschild. Ils se rendent compte qu'en Afrique, ils ont du mal. À part l'Afrique du Sud, ils ont du mal en Afrique. Le reste de l'Afrique noire, ils ont du mal à imprimer le contrôle. Ce qu'ils ont réussi à faire en Europe, aux États-Unis, même en Chine, hein. En Afrique, ils ont vraiment du mal. Voilà. Quand on dit que l'Afrique est pauvre, moi je vais chuter là-dessus, j'éclaire les concepts de façon simple, à mon niveau. Quand on dit que l'Afrique est pauvre, oui, l'Afrique est pauvre. Bien sûr, dans ce paradis que l'Afrique est pauvre, président. D'après ce point de vue. Dans ce paradis, l'Afrique est pauvre. Tout à fait. Puisque nous n'avons pas beaucoup de points d'équipement. Nous n'avons pas beaucoup de biens. Tous ces biens, on ne les a pas. Puisqu'on n'est pas dans leur business plan. Donc, dans ce cas-là, on est pauvre. Sauf que pour faire leurs choses, ils viennent chercher la richesse chez nous. Sauf que pour faire la chose, c'est nous qui travaillons en tant qu'esclaves ou ouvriers. Pour eux. Vous avez déjà vu un tamudiste, ou même un des celles de codeur, enfin, pour pas y comprendre, un blanc là, entrer sous terre et sortir les matières premières. Ici en Afrique, vous avez vu ça. C'est toujours nous, non? Mais ça arrive. Hein. C'est toujours nous. Voilà. Donc, dans ce sens-là, en fait, au sens strict du terme, la richesse, c'est nous. Mais au sens où ils ont organisé le monde, nous sommes pauvres. D'ailleurs, ils ont commandé par nous appauvrir en arrachant nos richesses. J'ai donné le cas de la dernière fois de Cecil Rhodes, quand il a envahi la Rhodésie qui est devenue aujourd'hui le Zimbabwe. Voilà. Oui.
C'est un de leurs hommes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont pris le bétail des gens, ils ont pris la terre des gens, ils les ont fait travailler dessus sans les payer comme esclaves. Ouais, ils ont d'abord appauvri, c'est-à-dire qu'en prenant nos richesses, c'est un appauvrissement. Et maintenant, dans leur système, ils nous mettent à une catégorie où nous sommes pauvres. On ne peut pas avoir l'industrie chez nous, on ne peut pas produire. Du coup, on n'a pas assez bien d'équipement, on doit consommer seulement. Ouais, c'est la place qui nous situe, qui nous rend pauvres. Donc, nous faisons partie des gens, pour sortir de cette pauvreté qui est une honte, puisque d'abord on vit mal, on gère, on contrôle. Il faut qu'on quitte leur, c'est ce que le président vient de dire là, il faut qu'on quitte de leur domination. On va les éliminer, les faire la guerre. Eux, pour prendre le pouvoir, ils ont commencé par nous éliminer, nous. Je dis, par exemple, l'Arabie, ils ont commencé en Arabie, et ils ont continué avec l'Afrique. On est en guerre. Voilà. Donc, dès le début, eux, ils savent ce qu'il faut, ils nous déclarent la guerre, donc pareil, nous, on doit faire la même chose. Alors, l'autre chose également, je vais chuter maintenant là-dessus, c'est l'or. La vraie valeur, c'est la richesse. En fait, c'est la richesse dont on donne une valeur. Donc, par exemple, là, il faut que tu dis que si tu as de l'argent, amène ton or qu'on voit, par exemple, ou tes matières premières qu'on voit. N'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi ils n'arrêtent pas de pomper l'or et tout alors? Je vous dis une chose. C'est pour vous montrer, je vais chuter là-dessus parce que ça montre l'irrationalité des gens auxquels on a affaire. Donc, non seulement ils nous appauvrissent, ils nous mettent au bas du rang mondial. Il faut donc qu'on règle leur compte, parce que c'est à la vie ou à la mort, hein. Mais en plus, ces gens-là, ils sont irrationnels. La raison, le président l'a dit tout à l'heure, mathématiques, c'est chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi il faut tout qu'ils aillent chercher de l'or? Parce que pendant ce temps-là, ils font des bijoux avec l'or. Il faut donc équilibrer. L'or, tu sais, pour les bijoux, il faut aller chercher un autre or pour mettre dans pour remplacer. Quelle est cette irrationalité? En quoi le bijou est plus important qu'une vie humaine? Ça ne peut être que chez les gens irrationnels. Mais il coûte cher. Bon, non, si je dis plus... Allez-y. Non, je vais m'arrêter là, exprès moi-même volontairement, parce qu'on va me traiter d'un nom. Et je ne suis pas encore pressé d'avoir cet anathème. J'ai encore le temps. Il faut que... J'arrête là, je suis là. Parce que si j'ajoute encore, ça veut dire pour aujourd'hui. Pour vendre les bijoux. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Bellec. Là, je vais m'arrêter volontairement. Docteur Eddy Momongori, nous savons pertinemment que ce n'est pas Macron qui est le porte-parole du continent africain. D'ailleurs, il a été, il faut le dire, élu par personne pour parler au nom du continent africain. Il n'a pas été élu en France. Non, bon. Les vérités vont sortir. Il est président français. Steve, juste une chose. Oui, allez-y. Voilà. Là, tu connais l'élection en France. J'ai parlé avec ma sœur, et il y a un autre élève qui m'a confirmé quelque chose, qu'il est en France. Là-bas en France, dans les chaînes mainstream, c'est-à-dire que si tu enlèves RFI, France 24 et TV5 Monde, dans les chaînes en France même, LCI, BFM, tout ça là, antenne de la France 2, ils ne parlent pas du sommet Macron. Et justement, c'est le gros problème que nous avons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, docteur Edimo, quand on sait pertinemment aujourd'hui que personne n'a conféré à Macron, il faut le dire ainsi, le mandat de porte-parole du continent africain? Oh, ce qu'on fait, je pense que on parle. Nous faisons un travail qui n'est pas mauvais, hein, qui est même important. Il faut continuer à parler, expliquer aux gens ce qu'est la France, qui représente Macron, quelles valeurs il défend. C'est ce qu'on essaye de faire. Il ne représente rien, il représente le mal, et le mal s'introduit toujours. Il ne faut pas l'appeler. Lui, il est toujours présent. Il va parler. Qui lui a demandé d'arriver au Tchad? Personne. Mais il arrive partout. Pourquoi il arrive? Parce qu'il faut qu'il soit là. S'il n'est pas là... C'est crime l'appel. C'est crime. Parce qu'en fait, lui, il est perdu. Il est un peu perdu. Il est perturbé. Tant qu'il n'est pas dans des situations de mal, il ne trouve pas son équilibre. Donc, en fait, il dépend d'une sphère... C'est dantesque. Une sphère un peu diabolique, totalement diabolique, qui l'oriente, qui lui dit, ben écoutez, après avoir travaillé sur Lazare et sur l'autre Areva, parce qu'il a travaillé dans toutes ces histoires. Hein? Donc, il a été partout, là, ce monsieur, dans tout ce qui exploite l'Afrique. Il a mis ses pieds, et il est en effet un digne représentant
des Rothschild, des 13 familles. Des 13 familles. Il est là, très bien installé. Mais je pense que c'est la fin. On va vers la fin. Il faut à un moment donné qu'on pense à organiser des cultes, des séances de prière, d'exorcisme pour ce genre de personnes qui sont totalement perdues, qui ont un rôle important, mais qui ne méritent même pas de gérer des petits-enfants. Comment est-ce que tu peux expliquer que quelqu'un épouse quelqu'un de son âge et il parle devant les gens? Quelqu'un qui n'est pas de sa génération. Tu vas l'épouser. Tu es quel modèle? Ça existe où? Moi, je ne connais pas ça. Il est le modèle occidental. Le modèle occidental. Nous, on ne connaît pas ce genre de choses, c'est vrai. Il est libre de faire comme il veut. Mais nous, ici, en Afrique, on n'épouse pas les aînés. On n'épouse pas les aînés. Pourquoi on n'épouse pas les aînés? Parce que c'est satanique. Une aînée ne peut pas t'aider. Un homme normal épouse une femme qui est plus jeune. Parce que la femme, dans la création, est généralement l'aînée de l'homme. Donc quand tu prends quelqu'un de plus vieux encore, tu as pris le diable toi-même. Tu marches avec le diable dans tous les sens. Et je pense que, mais c'est sérieux, hein, à un moment donné, vous qui organisez des émissions, vous devez aussi penser à cela, organiser des cultes, des prières, d'exorcisme. Il faut exorciser des gens. Non, moi qui prépare toujours l'émission, il faut que j'y pense en fait. Il faut penser à cela. Il faut penser. Parce que nous allons... Moi, vous parlez de ça, tout de suite, on est bloqué sur Facebook. Désolé, mais bon, il fallait quand même faire sourire un peu. Albert Latola ici, terminons rapidement, vous avez le mot de fin. Et bien maintenant la page Facebook est noire. Hein. Écoutez, est-ce que vous voulez les prières pour Emmanuel Macron? Allons-y. Écoutez, c'est la preuve que ça fait très mal. Hier, j'ai convoqué dans un autre débat les 3 commissions latérales. Ouais. J'ai également convoqué le business plan. Donc ce que M. Macron fait, ça fait partie du plan logique, n'est-ce pas, de ses mandataires. Mais sauf qu'il a choisi le mauvais continent. Parce que le continent africain appartient aux Africains, exclusivement aux Africains. Comme la France appartient exclusivement aux Français, c'est vrai que pour construire la France, chaque pavé sur lequel peut marcher Macron à Paris ou ailleurs coule le sang d'un Africain. C'est tout le contraire de l'autre côté, n'est-ce pas, de la Méditerranée. Ça c'est important parce que la France n'a pas construit l'Afrique, mais par contre l'inverse est réel. Et de ce point de vue, il est important que lorsqu'un dirigeant français, quel qu'il soit, veut parler en africain, il faut qu'il s'adresse à un Africain avec respect. Avec beaucoup de respect. Oui. Nous savons tous que quand nous parcourons la mémoire historique, la France n'a jamais gagné aucune guerre nulle part. Si ce n'avait le soutien d'un allié ou des alliés. La preuve, c'est que lorsque je parle de la grand-messe, de la petite messe de l'autre jour, il n'a pas été capable de prendre une décision. Et quand il a, comme d'habitude, comme ils en ont l'habitude des dirigeants français, il s'est fourvoyé en promesses. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il veut parler de 650 milliards de dollars, il n'est pas capable de lui, Macron n'est pas capable de dire que voici ma quote-part, en attendant d'aller rencontrer les autres, n'est-ce pas, du G7 ou du G20. Nous sommes encore, comme ça se passe dans le Sahel, dans les promesses. Et dans le flou artistique. Dans les promesses, dans les contradictions, dans l'imposture. Je vous ai dit, lorsqu'un dirigeant français prend sur lui de polluer l'espace public, ça veut dire qu'il y a soit un enjeu, soit une perfidie qui se cache derrière.
Et l'une des perfidies, nous avons dans l'urgence le fameux sommet France-Afrique, parce que maintenant ils veulent renverser Afrique-France pour faire croire aux Africains qu'ils ont désormais la parole. Du moment où la France a encore un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, du fait des 15 pays du continent africain, je pense que un dirigeant français peut être l'interlocuteur de qu'un pays africain. À partir du moment où c'est grâce à l'Afrique que la France occupe sa place de membre permanent au Conseil de sécurité, à cause de l'Afrique, il doit parler aux Africains avec respect. À partir du moment où la France occupe pratiquement le tableau mondial d'une puissance quelconque, du fait qu'elle pille l'Afrique, et parce qu'elle a 15 pays derrière, lorsqu'il veut s'adresser aux Africains et aux dirigeants africains, il faut qu'il le fasse avec respect. Parce qu'ils ne valent rien sans l'Afrique. Raison pour laquelle il multiplie les concepts très ampoulés et il fabrique les interlocuteurs très colorés sur le continent africain. Je pense qu'il est important, de mon point de vue, qu'on change de paradigme. Et ce paradigme doit être de manière radicale le fait du panafricanisme. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que les panafricanistes, c'est leur pire ennemi. Ils ont même planifié des crimes, des assassinats de ces panafricanistes. Nous avons pris acte, quoi qu'il en soit. Comme j'ai eu à le dire, notamment pour ce qui concerne certains de leurs représentants diplomatiques sur le continent africain et en l'occurrence au Cameroun, nous allons nous intéresser dans leur dossier, dans leur placard, parce qu'ils en ont vraiment les cadavres de ces côtés-là. Je ne pense pas que le rôle d'un diplomate qui accrédite sur un territoire, dans un pays, c'est de s'ingérer dans les affaires internes d'un pays, c'est de créer des guerres, c'est de créer des conditions de déstabilisation. Parce que la réciprocité n'existe pas. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables de le faire. Nous sommes capables de très bien de le faire parce que, comme vous le savez, comme vous le savez, il suffit que nous donnions un mot d'ordre. Ça va dans tous les sens. Mais ce n'est pas ça notre combat pour l'instant. Merci. Mais il faut le dire, c'est important ce que je dis là, Steve. Très souvent, nous faisons l'objet de menaces. Il faut le dire, nous faisons l'objet de menaces. Tout le temps. Du fait tout le temps de nos prises de position, du fait que nous défendions la dignité des Africains et de l'Afrique. Nous faisons l'objet de menaces. Ça, c'est important de le préciser. Donc, il est important que nous prenions à témoin les téléspectateurs qui nous regardent de manière claire que ceux qui vous disent qu'ils sont des démocrates, qui vous vendent les concepts de démocratie, des droits de l'homme, des libertés, sont tous sauf les démocrates. Ils sont capables de débattre. Ils sont tous sauf les démocrates. Et face au débat, ils vont planifier les meurtres et les assassinats. C'est ce que fait l'ambassadeur. Non, il faut le dire. Allez-y, monsieur. C'est ce que fait l'ambassadeur de France au Cameroun. Et il va, non seulement son patron en France, planifier nos assassinats, parce que là, maintenant, c'est plus un débat, nous avons les preuves. Moi, il planifie nos assassinats, mais son représentant ici passe le temps. Il va voir le CNC pour corrompre cette institution, pour qu'on ferme la chaîne DBS et votre émission. Il faut le dire à ceux qui nous écoutent, que nous, on débat. Quand ils sont battus au niveau du débat parce qu'ils n'ont pas d'argument, ils sont incompétents au niveau intellectuel, ils vont faire des complots contre nous, pas derrière. Quand on dit que tu as dit que tel est voyou, il faut démontrer que ce qu'on a dit est faux. Il ne faut pas dire que, ne dis pas qu'il est voyou parce qu'il est président. Si un président est voyou, on l'appelle quoi? On l'appelle Dieu, on l'appelle voyou. On démontre qu'il est voyou. Monsieur Ngoz, nous sommes en guerre. Et les gens n'ont pas le monopole de la violence. Ah, c'est clair. Les gens se trompent toujours. Les gens n'ont pas le monopole de la violence. La France n'a pas le monopole des assassinats. Elle n'a pas le monopole. Les Palestiniens n'ont pas fait les choses que nous devons faire. Attention. Et les conditions sont aujourd'hui en France pour que les Africains deviennent pires que les Palestiniens. Donc ils n'ont pas le monopole des assassinats. Il faut se faire clair. L'ambassadeur de France n'est pas intouchable. Ah non, non, cela était clair. Hein. Non, je le dis. Vous ne m'arrêtez pas. Il n'est pas intouchable, M. Goss. Ah, vous comprenez, président Malekani. Donc, si les gens sont battus au niveau du débat, ils plient leur queue, ils s'assurent, on les apprend. Ils se sont longtemps présentés comme qu'ils savent tout. Ils ne peuvent pas débattre. M. Macron est incapable de parler avec l'Afrique. Il fabrique je sais pas, il fabrique des dépendants pour lui ce qu'il va entendre.
Mais quand on démontre dans le monde entier les crimes qu'il fait en Afrique, quand on démontre qu'il n'est pas un démocrate, qu'il ne comprend rien aux relations internationales, quand on démontre tout ça, le débattre, c'est censure sur Facebook et c'est menace physique. Mais nous sommes là. On vous attend. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce matin. Permettez-moi de lire des messages de nos téléspectateurs. Pensons justement aux prières, aux délivrances. Il y a l'apôtre Fanga qui est là. Ne vous inquiétez pas. Vous avez quand même notre prophète il y a le prophète, l'apôtre Nelson Achou qui est là également. Donc, on peut organiser des prières et des... Ne vous inquiétez surtout pas. Ça va aller. Si on ne meurt pas avant la fin d'année, en tout cas. Puisque les menaces sont déjà ouvertes. Bon, c'est réel. Si on ne meurt pas avant la fin d'année. Personne ne va mourir. Monsieur Ngos, à mon observation de ce qui se dessine, l'Afrique centrale aurait comme mentor les Russes et l'Afrique occidentale, les Occidentaux. Nous devrions nous opposer si jamais ceci arrive. Messieurs, permettez-moi de commencer par les premiers messages parce qu'il y en a au moins une centaine. Ce matin, vous êtes très nombreux à nous avoir écrit. Une bombe. Soyez donc patients et rappelez-vous ce que Trump a dit, le meilleur est à venir. Et pour ceux qui pensent que c'est un tas de conneries, je vous cite la célèbre réplique du film épique. Autant on emporte le vent. Franchement, ma chère, je n'en ai rien à faire. N'ayez crainte, un nouveau capital sera construit et les impôts sur le revenu payés aux collecteurs d'impôts de la société seront supprimés. Cette dernière étant désormais entre les mains d'une nouvelle administration, ils se sont donné beaucoup de mal pour voler une société dont les actifs sont en cours de saisie. La plupart n'ont pas vu cela venir, car ils ne savaient même pas que leur pays était une société. Mais c'est effectivement le cas. Mais maintenant, eh bien, les États n'y sont plus soumis. Veuillez lire ce qui suit pour comprendre la nature de la bataille dans laquelle nous sommes engagés. Eh bien, messieurs, c'est tellement long, mais nous aurons le temps, en tout cas, de réfléchir là-dessus. Dans un instant, c'est Alain-Olivier Nyunaï qui nous a également écrit ce matin et qui fait partie des combattants. Excusez-moi, je veux vraiment vous rencontrer. Ça fait depuis que je vous suis sur YouTube et ce que vous faites m'intéresse. Surtout, je veux le contact de mon frère Banda Kani. Mais vous ne nous laissez pas vos noms, c'est ça qui est bizarre. Vous le dites sans laisser de nom. Et vous savez, ces derniers temps, si nous sommes entourés d'indiques, alors, on n'a pas confiance. Hein. Si vous ne vous impliquez pas dans la politique de vos pays, la politique s'occupera de vous, sans vous également. Merci beaucoup à cette personne également qui n'a pas laissé de nom. Bonjour DBS, monsieur Ngo, je vous révèle que quand Satan, le diable, a été renvoyé du ciel vers la terre, lui, le diable et ses anges ont couché avec nos femmes et ont donné des enfants qu'on appelle les Néphilim, d'où la lignée de la race blanche. D'ailleurs, un maître spirituel avait révélé que la France est la porte de l'enfer, dont il est temps que les Africains sachent que nous sommes en guerre contre les fils du diable, qu'est la race blanche, c'est les Aris. C'est Harris qui vous écrit ce matin. C'est Harris qui nous écrit ce matin depuis Lomé au Togo. Bon. Allez savoir. Bonjour DBS, courage à vous. Ce n'est qu'un message. Voilà, ce n'est qu'un message. Hein. À vous, que Dieu vous protège. N'oubliez pas d'être toujours prudent. L'homme noir est incompréhensible. Merci également à vous qui nous avez écrit sans laisser de nom. On ne sait pas pourquoi vous ne laissez pas le nom ce matin. Bonjour Steve et le plateau. Je vous le dis en vérité, la France a beaucoup fait de mal à l'Afrique, mais retenez ceci, le malheur de l'Afrique, c'est la Chine. Didier PK13. J'espère que cette fois-ci, mon message sera lu. Il a été lu, Didier de PK13. Ici, c'est la démocratie. Ici, c'est la vraie démocratie. Ne vous inquiétez pas. Bonjour DBS, nous sommes très fiers. Bon, vous n'avez pas besoin de dire ça. Fiers de vous. Moi, quand j'ai vu le Macron aux obsèques de Monsieur Déby, je me suis dit qu'il n'y a pas un courageux pour le tirer dessus. L'Africain est trop patient. C'est notre mal, ça. Vous avez vu comment il a regardé la femme de Déby et saut depuis le Grand Togo. Merci également à vous qui nous écrivez depuis le Togo, vous êtes très nombreux. Ça veut dire quoi, je sais pas, il a regardé la femme de Déby, bon, non, je sais pas si ça s'est vu. Elle est trop jeune, il n'aime pas les gens comme ça. Elle est trop jeune. Allez savoir, bon, ce n'est pas Valérie Giscard d'Estaing en tout cas. Bonjour à tous, merci du travail que vous abattez tous les jours. Un vrai industriel, intellectuel, une vraie industrie intellectuelle en marche, dont je suis fier de voir les prémices. Tout ça pour dire que nous les Africains, on est forts, comme disait Kofi, toujours imité, mais jamais
les égaler. Continuons à travailler pour aller vers cette grandeur. Un big up au professeur Jean-Paul Mbelek, Romano, qui nous écrit depuis Paris en France ce matin. Bonjour à tout le panel, que la sagesse divine ne cesse de vous habiter au quotidien. Sachez-le, c'est votre travail qui pousse Macron à s'agiter de la sorte. Ces conférences ne servent à rien. La chute de la France est là. Steve, s'il vous plaît, veuillez me mettre dans le groupe WhatsApp. André Moulin depuis PK12 à Bassa. Nous allons créer un second groupe WhatsApp parce que le premier est déjà plein. Bonjour aux brillants intervenants de ce matin et à vous, monsieur Ngos. Je ne sais comment vous saluer votre travail, mais un seul mot, continuez, car votre travail tombe sur la bonne terre et la semence est déjà visible. Les pays occidentaux, en particulier la République française qui a coupé la tête du roi, elle est à l'origine du génocide vendéen et des Chouans en France. La République française a donc été précurseur du nazisme. C'est partir des pratiques de la République française que tous les dictateurs tels que Hitler, Lénine et le roi belge se sont inspirés pour commettre toutes les abominations et génocides que la Terre n'a jamais connu. Le seul pays au monde où il a existé, spécialement la police pour les Juifs, la police pour les Arabes et la police pour les Noirs. La République est par essence criminelle et génocidaire. Elle tue déjà ses propres parents. Alors la République ne pourra jamais, à grand jamais, aider qui que ce soit. Il suffit de se rappeler M. de Gaulle qui, à genoux après avoir été humilié à Dakar, arrive au Cameroun où il est nourri et réconforté, puis armé, qui aboutira à la libération de son pays. Pour nous remercier, il ordonnera qu'on coupe la tête du Mpodol au Myobe et assassine d'ailleurs tous ses frères de combat. C'est le sang qui est la valeur de la République française. Nous ne devons rien laisser. Nous sommes en guerre, la guerre du bien contre le mal. La Fédération de Russie a rajouté Dieu dans sa constitution et elle soutient les opprimés. Elle joue toujours son rôle libérateur. Comme toujours, les panafricains sont choisis par l'esprit. Vous êtes dans l'esprit et l'esprit est en vous. Seule la parole est notre arme. Vive le Cameroun, vive la terre du char des dieux. Mes respects, c'est Pat Nanken, Jean Noé qui nous écrit depuis la France ce matin. Quelqu'un qui nous envoie des images, lui également. Un autre qui nous envoie des images. Il dit bonjour le panel. Bonjour également. On espère qu'on va regarder justement vos images. Bonjour DBS Matin. Merci pour le travail que vous abattez chaque matin pour délivrer notre cher continent, l'Afrique. Intégrez-moi dans le groupe WhatsApp. Je suis votre plus grand fan et téléspectateur du Togo. C'est Papa depuis Lomé au Togo. Merci à vous également. Bonjour DBS. Bonjour Monsieur Ngo. S'il vous plaît Steve, dites au docteur Edimo que le Brooker s'appelle chez nous le Katika. Bon, j'espère que vous êtes au courant. On vous a donné l'information. C'est Bilim Jonas qui nous a écrit. Dans le Brooker s'appelle le Katika. Ici, le père de tout. Ah, allez savoir. Bonjour, je remercie l'Éternel pour avoir donné à l'Afrique un pays comme le Cameroun et votre intelligence pour éclairer la jeunesse. Si aujourd'hui l'Afrique revendique son identité, c'est seulement par le travail que vous faites. Attendons que la France nous fasse une vraie déclaration de guerre. Je vous jure, elle n'est pas loin de le faire. Donc il faut que nos gouvernants et surtout nos gouvernements commencent à éduquer les masses pour les préparer à l'ultime guerre inévitable qui arrive. C'est Ebolo Dibola de PK12 Pindo Abassa, Douala. Vous êtes très nombreux à nous avoir écrit, plus d'une centaine de messages encore. Vous êtes nombreux. Jimmy Stéphanie qui nous a écrit. Elle ici, il y a justement il y a plusieurs anonymes. Yannick Moukouri, Dan du Togo, Franck Olivier, Eladji Amadou de Maroua, Ngok Koué, Assou Laurent. Vous êtes nombreux et surtout les anonymes encore sont plus nombreux qui commencent justement à nous appeler. Abdou Karim également. Fabrice Yomi depuis Niamey au Niamey, au Niger. Eden Tchungi également, vous êtes très nombreux. Il y en a tellement, plus d'une centaine de messages à lire encore, mais je ne pourrai pas les lire tous puisque nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de DBS Matin. Docteur Jean-Paul Bellet, merci d'avoir été là ce matin. Merci de m'avoir invité avec le panel de ce matin, docteur Edimo, Gézon Mandakani, 3A, et toi-même, donc je te le redis, hein, tu es une des plus grandes intelligences de ce plateau. Merci beaucoup. Il faut l'assumer, Steve. Je l'assume, merci. Merci à vous, président Mandakani, d'avoir été là ce matin. Merci de m'avoir invité. Macron a truqué les élections pour être élu. Oh. Non, je vais démontrer ça. Merci. Merci à vous, le docteur Edimo, d'avoir été là ce matin. Merci, je salue tout le monde. Albert Latolaïsi, merci à vous également d'avoir été là ce matin. Le véritable porte-parole des Africains devrait être ceux qui sont à l'Union africaine. Mais malheureusement, ils ne savaient pas pour les Africains, donc il faut les chasser. Ce sont les salariés. Et Etienne Tshisekedi est le président en exercice. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette
Pour Emmanuel Macron, le président français, ce sommet aura été l'occasion de mettre en relief sa volonté de redynamiser les relations entre la France et l'Afrique. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.